Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente. Donc j'ai bien compris que vous n'avez pas la réponse aux dernières questions que vous avez vous-même énoncées. Il faudra donc qu'on les cherche parce qu'effectivement c'est une précipitation qui me semble-t-il pose question, d'autant qu'on l'avait déjà remarqué, le ministère n'ayant pas pris les 2 mois de délai qu'il pouvait prendre avant de signer une fois que la notification avait été faite. Donc ça confirme qu'il y a réellement eu là une précipitation qu'il va falloir qu'on s'explique. C'est pas vous qui avez la réponse, c'est pas grave, on la cherchera ailleurs. Moi, j'ai regardé attentivement l'avis rendu le 12 février 2009 et il y a un certain nombre de choses qui me posent question. Alors, je raisonne peut-être en citoyen et pas en technicien. Mais d'abord, le fait du dialogue compétitif n'induit pas nécessairement un contrat de partenariat public-privé. On peut utiliser cette procédure-là dans des marchés classiques. Oui, il faut quand même qu'il y ait une condition qui soit préalablement satisfaite, qui est la condition de complexité du projet. C'est celle qui est posée par la directive européenne 2004-18 des communautés européennes. En pratique, on constate que c'est une procédure qui est quand même assez largement utilisée, je dirais presque identifiée au mode de contractualisation PPP. Beaucoup plus rarement sur des marchés publics traditionnels. Mais effectivement, on pourrait utiliser le dialogue compétitif sur des marchés publics présentant les conditions de complexité requises par la réglementation européenne. D'accord. Ensuite, sur ce marché écotaxe, me semble-t-il, la complexité est de 2 ordres. Il y avait d'une part une complexité technique, le choix de la technologie, effectivement, donc sur lesquelles vous avez rendu un avis au vu de l'étude préalable en question, mais la complexité était aussi juridique. Et j'en reviens à une question que j'ai déjà posée pour l'instant sans avoir de réponse. Je n'avais peut-être pas les bons interlocuteurs en face de moi, mais le fait d'inclure en un seul contrat, en un seul marché, à la fois les dispositifs technologiques et le recouvrement et le contrôle de la taxe, n'induisait-il pas en lui-même une complexité supérieure? Autrement dit, fallait-il envisager en un seul bloc l'ensemble du marché ou est-ce qu'on n'aurait pas dû dissocier les deux à titre d'exemple? Est-ce que ça avait été étudié préalablement? On parle d'un agrément des agents d'Ecomove pour à la fois recouvrer et contrôler le recouvrement de la dite taxe. Agrément qui serait délivré par un préfet qui n'a pourtant pas compétence en matière d'infraction douanière, alors qu'on rentre dans ce champ-là, par un préfet qui a en plus compétence départementale et non pas compétence ni nationale ni internationale. En ce qui concerne le contrôle et les contraventions éventuelles, on se retrouve dans le même système que celui qu'on a déjà connu avec les radars automatiques. Autrement dit, c'est un agent qui relève l'infraction, c'en est un autre qui la contraventionne. On sait le nombre de recours qui ont été passés à cause de ça. Donc j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi on a chargé la barre en matière de complexité et qu'après on dit comme c'est complexe, on prend un contrat de partenariat public-privé. Alors, il faut effectivement éviter autant que possible les raisonnements circulaires, comme vous l'indiquez. Alors, il y a d'abord une première dimension, je crois, qui est clairement difficilement contestable, qui est la particulière complexité technique et fonctionnelle d'un dossier comme celui-là. Tous les projets qui se reposent sur des grands systèmes d'architecture informatique, télécommunications, sont a priori complexes, quel que soit leur mode de réalisation. Il suffit de citer quelques exemples récents qui ont défrayé la chronique, comme le logiciel Louvois, Chorus, le dossier médical personnalisé. On pourrait continuer la liste longtemps. On sait bien que ce sont des projets complexes qui sont enclins et susceptible de connaître diverses dérives en délai et en coût. Celui-là s'inscrit, je dirais, un peu dans la même ligne. Un projet, effectivement, qui recouvre des dimensions très distinctes, des dimensions de mise en conception-réalisation d'un dispositif de très haute technologie qui repose quand même sur des technologies des communications satellitaires avec des méthodes de détection, contrôle par portée
portique, toute une architecture de système informatique qui doit couvrir toute la chaîne depuis la détection, la mise en œuvre des équipements embarqués jusqu'à la facturation, liquidation, recouvrement, collecte de la taxe. Il y a je crois, plus qu'ailleurs encore, une complexité avérée dans ce dossier-là, qui a été la première motivation, me semble-t-il, du ministère de l'Équipement pour aller chercher je dirais un schéma juridique global, puisque vous avez remarqué que dans l'évaluation comparative qui a été faite, qui nous a été soumise, en fait, on retient deux solutions globales. D'un côté, un marché public global recouvrant la totalité de ces différentes composantes, conception, réalisation, aspects informatiques, technologie de la communication et exploitation, et de l'autre, un contrat de partenariat qui est également une approche globale d'une problématique dite complexe. Alors, ensuite, est-ce qu'il fallait inscrire ou inclure l'exploitation dans le périmètre du marché ou du contrat? C'est quand même en règle générale comme ça qu'on raisonne sur une approche PPP, parce qu'on part du principe qu'il peut y avoir en tout cas des synergies que le partenaire privé a cherché à optimiser, à inclure dans un même périmètre de responsabilité la conception, la réalisation du dispositif, son entretien, sa maintenance, sa gestion technique ou son exploitation, son gros entretien renouvellement, et assurer donc avoir un peu la responsabilité globale, ne pas être en mesure de se défausser, passez-moi l'expression, sur tel ou tel autre prestataire avec les risques d'interface, de renvoi de balles ou de responsabilité que ça peut comporter. Donc effectivement, en PPP, en règle générale, nos projets recouvrent un périmètre largo sensu qui inclut cette dimension gestion technique, exploitation du projet. Dans le schéma alternatif marché public traditionnel, on aurait pu, et il aurait peut-être même été intéressant, ça n'a pas été le parti retenu par le ministère, d'envisager des marchés allotis séparés entre les différentes prestations, les différents objets inclus dans le périmètre du CP, plutôt que de partir sur un marché global qui, d'ailleurs, peut poser quelques questions juridiques, parce qu'un marché sur une durée de 13 ans globalisé à ce niveau-là, c'est quand même un petit peu la limite de l'exercice de ce qu'on peut faire en marché public. D'autant que, et vous le dites plusieurs fois dans l'avis, enfin vous, l'AMAP le dit plusieurs fois dans son avis, c'est un marché particulièrement innovant, particulièrement neuf, particulièrement nouveau, particulièrement difficile à évaluer, et on se rajoute de la complexité en y incluant l'exploitation, comme si on était sur un PPP entre guillemets normal, classique, dont on a l'habitude. Donc je persiste à ne pas comprendre. Et je rajoute, avant que vous répondiez, pour aller dans le sens de Madame le rapporteur, qu'on met souvent l'exploitation, c'est vrai, mais souvent c'est parce qu'il y a des recettes accessoires et que l'économie du projet est... vous nous avez expliqué ça 50 fois, je me rappelle à l'Assemblée nationale notamment, M. Berger. L'économie du projet en est bien évidemment plus équilibrée et c'est pour ça qu'il y a... Mais là, dans ce cas précis, et ça a été bien dit dans les documents, y compris dans votre avis, il n'y a pas de recettes accessoires. Donc je pense que cette question mérite quand même un approfondissement. C'est vrai, Madame la Présidente, et d'ailleurs nous-mêmes, nous avions plutôt plaidé, ou en tout cas suggéré d'inclure la possibilité de prévoir des recettes accessoires dans le périmètre du contrat. Ces recettes accessoires, ça aurait pu être des services de gestion de flotte corporate ou des services de géolocalisation pour les utilisateurs, sociétés de transport. Ça n'a pas été le choix retenu au final par le ministère de l'Équipement, je crois pour des raisons qui tenaient notamment à l'impératif de rapidité, de délai, de mise au point des solutions techniques qui conditionnaient évidemment derrière le début de la perception de la recette principale, qu'est la taxe poids lourd. On est quand même dans un cas, là aussi tout à fait particulier, je dirais même unique, sur tous les PPP dont nous avons eu à connaître, d'un PPP qui rapporte de l'argent et pour lequel donc cette considération de délai, de disponibilité de l'outil
est encore plus importante que d'habitude, puisque c'est elle qui va directement conditionner la perception de la recette attendue pour les finances publiques, la FITF au cas d'espèce. Et à cet égard, je crois qu'on a dû considérer que le mieux était l'ennemi du bien et que le fignolage, passez-moi l'expression, de l'outil pour permettre d'inclure des recettes annexes risquait de venir perturber ou interférer avec l'objet principal qui était la perception de la recette d'origine qu'est l'écotaxe. Alors, maintenant, sur le fait de savoir s'il fallait ou non inclure cette gestion technique, cette prestation d'exploitation, encore une fois, c'est quand même un peu ce que dit la définition du contrat de partenariat dans l'ordonnance de juin 2004. Un contrat de partenariat, c'est un contrat global par lequel on va confier une mission de conception, réalisation, financement total ou partiel, gestion technique, exploitation, pas au sens commercial, mais exploitation technique, renouvellement d'un ouvrage, d'un bien, un équipement matériel ou immatériel, afin de répondre aux besoins de la personne publique. Au cas d'espèce, effectivement, on a appliqué la totalité de la définition. Oui, alors justement, je persiste à ne pas comprendre et à avoir beaucoup de contradictions dans tout ça, parce que vous venez de nous dire à l'instant, et on le retrouve aussi dans la vie, ce qui était primordial et ce qui faisait, entre guillemets, gagner de l'argent à tout le monde dans cette histoire-là, c'était la rapidité de mise en place. Alors d'abord, il y a un tableau que je ne comprends pas dans la vie, puisque sur les deux techniques, les deux technologies différentes utilisées, la durée de travaux est différente en fonction du moyen juridique retenu. Or, autant je peux comprendre qu'il y ait des études préalables ou tout un tas de choses qui est une durée différente selon qu'on retient le mode contrat de partenariat public-privé ou marché classique, mais la durée des travaux, me semble-t-il, n'est pas dépendante du moyen juridique choisi pour passer le contrat avec l'entreprise. Donc ça, c'est une première chose. Et toujours sur cette histoire de durée, puisque ça revient régulièrement et on a bien compris que c'est important, j'ai du mal aussi à comprendre comment on peut affirmer que, alors qu'on est en train de regarder quelque chose de très nouveau déjà dans son concept et dans son application en France, et quelque chose qui est compliqué, on peut dire qu'une technologie complètement nouvelle, expérimentée nulle part et surtout pas à grande échelle, va être plus rapide à mettre en place qu'une autre technologie différente. Là, j'ai vraiment du mal à comprendre, et pourtant Ecomove avait l'air très sûr d'elle, puisque vous venez de nous dire que, ça je ne le savais pas, je viens de l'apprendre, qu'elle a renoncé à la garantie d'État sur ses emprunts. Autrement dit, elle était très sûre d'elle. Et pour autant, on s'en aperçoit aujourd'hui, elle n'a absolument pas respecté les délais de mise à disposition de ces engins. Et je réitère, une technologie nouvelle. On peut faire tourner tous les modèles qu'on veut. J'étais biologiste dans une autre vie, j'en ai fait tourner des modèles et des modélisations. Et je sais pertinemment que tant qu'on ne maîtrise pas les hypothèses de ce qu'on rentre dans la machine et qu'on fait tourner, on peut sortir à peu près tout ce que l'on veut en matière de résultats attendus derrière. Donc, voilà. Comment expliquez-vous toutes ces contradictions ? Alors, peut-être d'abord quelques éléments de benchmark, si vous me permettez, puisque vous dites que c'était un projet totalement inédit, innovant. En France, oui, il y avait quand même eu quelques premières démarches analogues lancées les années précédentes au niveau européen, en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie, en République tchèque, qui, là aussi, force est de constater que ça a plutôt été lancé sous une forme transférant des responsabilités globales sous forme de marché, on va dire, à dimension globalisante, confiée au secteur privé et, dans beaucoup de cas, intégrant cette dimension prestation technique exploitation. Le raisonnement étant probablement le même, à savoir que l'administration, en tout cas dans son état actuel, on peut toujours évidemment dire qu'elle aurait pu s'équiper, recruter, se doter des moyens nécessaires pour procéder elle-même et en régie directe à toute une série de prestations qui sont confiées aux partenaires privés. Mais au point de départ, dans la situation de référence, l'administration, et c'est valable en France comme dans beaucoup de ces pays étrangers, a considéré qu'elle n'était pas équipée au mieux pour procéder et porter directement ce type
de prestations. Alors, c'est vrai que c'est bon, les prévisions, les estimations qui figurent dans cette évaluation préalable, par définition, ce sont des estimations ex ante. Elles ont un caractère virtuel qui est plus ou moins corroboré ensuite par le déroulé des opérations. Au cas d'espèce, on a connu quelques retards. On a aujourd'hui exactement 6 mois de retard par rapport à la date de livraison initialement prévue. Je précise 6 mois parce que c'est une date contractuelle importante au regard des responsabilités du partenaire privé. Maintenant, le différentiel que vous évoquiez en matière de durée de construction, nous l'avons constaté dans un ensemble de PPP à caractère plus classique, bâtimentaire ou infrastructure. Je précise, c'était je crois une de vos questions préalables, qu'au moment où nous avons émis cet avis, février 2009, nous avions eu à connaître d'environ une 60aine de PPP jusque-là, donc en cumul, de fin 2005 à fin 2008, pratiquement tous dans le domaine, on va dire, traditionnel, bâtimentaire ou travaux publics, 2 ou 3 seulement, je parle sous ton contrôle, Antoine, qui avaient trait à des objets caractère technologie de l'information et de la communication. Je pense en particulier au GSMR pour RFF. Donc, effectivement, un type de projet, une nature de projet relativement peu familière, qui obligeait à faire un certain nombre d'hypothèses ou d'estimations. Dans le domaine de la construction, ce que nous avons constaté, c'est que le recours au contrat de partenariat et à toute la phase d'échange qui se déroule en dialogue compétitif permet d'anticiper sur un certain nombre de choix, d'études de préfaisabilité, de programmation technique de travaux qui vont ensuite se traduire par une durée de construction, de réalisation effectivement optimisée ou un peu raccourcie par rapport à ce qui aurait été le cas en marché public classique, avant même de prendre en compte les délais liés aux éventuelles dérives, risques d'interface classiques qu'on connaît lorsqu'on vient juxtaposer toute une série de marchés publics confiés à des corps de métiers différents. J'ajoute que les procédures de passation sont plus longues en mode traditionnel. Il faut d'abord faire un premier jeu d'appel d'offres pour tout ce qui a trait à la conception, puis une deuxième vague d'appel d'offres pour tout ce qui est construction, réalisation. Il y a des missions qui restent du côté de la personne publique, d'organisation, de pilotage, de coordination. Tout ça prend du temps dans le chemin critique, le déroulé et le phasage des opérations de réalisation. Et c'est ce qui explique que dans la grande majorité des cas, effectivement, et pas seulement en France, on constate que le recours au PPP permet d'améliorer ou de raccourcir, dans des proportions variables, le délai global de conception-réalisation d'un même ouvrage par rapport à un mode traditionnel. Et je parle là hors tout effet accélération liée à la disponibilité du financement. C'est hors dimension financement, purement sur un plan technique. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est suffisamment avéré aujourd'hui sur toutes sortes de projets pour qu'on puisse raisonnablement s'appuyer sur ce type de considération lorsqu'on examine ex ante la comparaison entre les deux schémas. Alors ensuite, effectivement, on aurait pu envisager, mais à mon sens plus dans le schéma alternatif marché public que dans le contrat de partenariat, de dissocier ce qui était prestations d'exploitation, gestion technique, des prestations de conception et réalisation, plutôt que de vouloir le traiter au travers d'un seul marché public global. Je termine en disant que ce choix qui a été fait par le porteur public du projet, donc le ministère de l'Équipement, nous ne l'avons pas contesté, même si nous avions des doutes. D'abord parce que il nous a semblé que cette option, on l'a dit dans l'avis, on dit cette option qui suppose le recours à un marché unique couvrant l'ensemble des prestations sur une durée identique à celle du contrat de partenariat, cette option apparaît incertaine, car contraire au principe d'allotissement des marchés publics, article 10 du Code des marchés publics. On ne peut pas non plus, en marché public, sur un objet de ce type-là, raisonner au travers de ce qu'on appelle la conception-réalisation, qui est soumise à des conditions très strictes d'éligibilité. Et puis c'est une durée, encore une fois, un peu longue pour un marché unique. Nous l'avons malgré tout accepté comme solution de référence à comparer au schéma PPP dans l'analyse comparative, dans la mesure où précisément
le recours à ce marché public unique était a priori plus favorable à l'option marché public, puisqu'il permettait de limiter tous ces risques d'interface. Et on pouvait donc considérer que c'était une hypothèse plus prudente ou conservatrice dans le cadre de la comparaison à opérer avec le PPP. On limitait en quelque sorte l'avantage de départ du PPP. Moi, à la lecture, une fois de plus, de votre avis, j'ai quand même le sentiment que la MAP avait un avis beaucoup plus mitigé sur la question. D'ailleurs, le fait que vous n'ayez pas pu suivre le contrat est sans doute aussi important par rapport à l'avis que vous avez pu rendre, parce que moi, si je lis, les conditions juridiques étant remplies, etc., l'analyse comparative ayant montré que la collectivité peut évaluer les avantages et qu'elle peut en retirer et identifier les facteurs clés de succès d'un contrat. Pour moi, ça ne veut pas dire c'est effectivement la meilleure des solutions. Ça veut dire que ça peut, dans certaines conditions, l'être, et sans doute les conditions étaient telles, la vérification in fine des conditions du contrat telles que vous les avez énumérées tout à l'heure. Si je continue, il conviendra de vérifier tout au long de la procédure, etc., et avant la signature du contrat, que les avantages ont bien été obtenus. Enfin bon, le rapport est disponible pour tout le monde. Et j'ai quand même aussi encore une question à laquelle j'ai toujours pas eu de réponse non plus. Malgré tout, dans le contrat, les critères d'obsolescence de l'investissement, donc des dispositifs embarqués, sont uniquement des critères techniques. C'est de l'ordre de, on considérera que c'est plus bon comme matériel quand on ne trouvera plus les pièces sur le marché. Je caricature, mais c'est un peu ça. Or, en l'occurrence, c'est pas tellement ça qui est important. C'est les technologies utilisées via la liaison satellitaire, etc. C'est ça qui est susceptible d'évoluer et de ne plus être à jour, de ne plus être fonctionnel quand on va récupérer le dit matériel, même si on peut encore trouver les pièces sur le marché. Je pense qu'on peut encore trouver aujourd'hui des pièces sur le marché des téléphones portables il y a 10 ans, mais sur lesquels on ne reçoit pas Internet. Et donc aujourd'hui, ça ne se vend plus, ça n'a plus aucune valeur et ça n'est plus utile. Alors, donc, que pensez-vous de ces critères d'obsolescence? Je laisserai mon collaborateur répondre à cet aspect plus technique. Juste un mot sur l'appréciation portée quant à l'avantage comparatif du PPP vis-à-vis du schéma alternatif en marché public, pour rappeler qu'en fait, l'ordonnance prévoit que les 3 critères d'éligibilité au contrat de partenariat, que sont la complexité ou l'urgence côté juridique et le bilan globalement plus favorable du PPP par rapport aux autres modes de contractualisation au plan économique, sont des critères alternatifs et non pas cumulatifs. Il en suffit d'un pour fonder le principe du recours au PPP. Au cas d'espèce, c'est le critère juridique de la complexité qui a été mis en avant par le ministère de l'Équipement. C'est donc celui-là que nous avons plus particulièrement cherché à apprécier. Et comme je vous l'ai dit, pour nous, effectivement, la complexité à la fois absolue, objective et relative eu égard aux moyens d'ingénierie propre dont disposait à la situation de référence de départ le ministère nous paraissait effectivement établi sans contestation possible. Alors pour autant, et ça c'est plus notre pratique ou notre compréhension des choses, on s'attache quand même à essayer de démontrer en plus, même si ça n'est pas absolument indispensable, l'existence d'un bilan comparatif favorable. Ça n'est ni plus ni moins que la traduction de ce qu'on pourrait appeler le bon emploi des deniers publics, autant que faire se peut. Il vaut mieux s'en assurer. Au passage, d'ailleurs, je note qu'il n'y a pas d'obligation de procéder à ce type d'analyse comparative lorsque vous partez a priori sur un mode de contractualisation traditionnel, qu'il soit des marchés publics ou de la concession des SP. Vous n'avez aucune obligation de vous livrer à cette analyse comparative pour savoir si c'est vraiment le meilleur mode de réalisation au regard des coûts, des délais, des risques ou des performances. Bon, on le fait, on s'astreint à le faire nous, et c'est ce qui fait qu'effectivement, au final, on joue sur ces 2 tableaux pour fonder la démonstration, l'aspect complexité juridique, et on essaye quand même autant que possible d'étayer ou de justifier le caractère a priori, mais ça reste une démonstration virtuelle, ex ante, a priori intéressant du recours au PPP. Encore une fois, pas seulement en matière de coût, c'est en matière de performance globale. Je rappelle d'ailleurs que le critère coût global de l'offre n'intervenait que pour 25% dans les critères d'attribution du contrat de partenariat dans la APC. Les principaux critères en termes de pondération, c'est les critères de qualité globale de l'offre, des critères de robustesse financière, des critères de performance, notamment en matière de développement durable. Il peut même y avoir un critère de part confié aux PME. Donc le coût, c'est n'était que 25%. On a essayé de le faire sur ces 2 aspects, mais il suffisait
d'une certaine façon, de pouvoir étayer ou montrer qu'il y avait véritablement la complexité pour justifier le recours au PPP. Maintenant, je vais demander à Antoine... Pardon, juste pour compléter, la complexité, j'entends bien que ça suffisait, mais justement, il me semble que le recours au PPP a complexifié encore plus du fait de l'inclusion dans ce PPP du recouvrement de la dite taxe. Voilà, mais bon, ça c'est mon impression. Là, ça supposerait effectivement revenir sur l'évaluation préalable qui a été faite et peut-être réélargir le périmètre des schémas alternatifs qui avaient été envisagés. L'idée, encore une fois, de départ, c'était de confier une mission globale pour limiter les risques de frottement, d'interface, de mauvais raccordement entre les différents prestataires et assurer autant que possible l'objectif principal qui était un objectif de tenue de délai, ceci afin de déboucher le plus vite possible sur la génération de la recette écotaxe attendue. Je vais passer la parole à Antoine sur les aspects technologiques. Oui, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Concernant les projets techno comme celui-ci, bon, effectivement, on a toujours effectivement un cadre d'évolution, surtout quand le projet dure assez longtemps. Bon, là, on est sur une durée relativement courte, mais on peut avoir des projets technologiques de 15 jusqu'à même 20 ans. Effectivement, on intègre donc un cadre d'évolution. L'obsolescence, qu'on entend par obsolescence, c'est évidemment l'obsolescence matérielle, mais c'est aussi l'obsolescence logicielle, hein, c'est-à-dire effectivement ce qui va bouger, ce qui risque de bouger très rapidement, c'est les versions logicielles qui vont arriver au fur et à mesure de l'expérience. L'obsolescence matérielle, la plupart du temps, enfin en tout cas moi pour les projets que j'ai eu à connaître, se justifie par le fait qu'à un moment donné, effectivement, il y a un coût d'exploitation sur des éléments actifs qu'il est préférable de changer plutôt que de chercher à trouver le bon acteur pour assurer ces évolutions techniques. Donc ça se situe à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, dans ma compréhension, il s'agit bien d'une obsolescence à la fois logicielle et matérielle. Je vous remercie. Je crois que M. Grignon a demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. En fait, je vais poser des questions qui ont déjà été posées, mais peut-être sous des angles un peu différents, ce qui permettra un peu d'éclaircir. J'ai une question technique, et on vient d'en parler, et une financière. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai travaillé longtemps dans le bâtiment, donc je comprends bien dans le bâtiment le fait de lier la responsabilité de l'investissement et du fonctionnement. Ça me paraît même d'une évidence mais ici, je ne comprends pas trop. Alors, j'aimerais bien, d'une façon synthétique et avec des mots simples, comme on comprend que dans le bâtiment, il faut une bonne isolation pour faire des économies d'énergie, par exemple. Est-ce qu'ici, vous pourriez nous dire, parce qu'on est toujours noyé par des analyses très compliquées, hein, je m'excuse, d'une façon simple, quelles sont, comparativement à d'autres techniques, ici, ce qui, dans la pratique, a fait que c'était vraiment intéressant de lier les deux? C'est la première question. La deuxième, parce que suite à votre intervention là tout de suite, est-ce que la mise à jour du matériel est prévue dans le contrat et la mise à jour en fonction de l'évolution des technologies ou pas, ou est-ce qu'on garde toujours le même matériel? Et comment dire, et si le matériel est obsolète à la fin du PPP, est-ce qu'il est prévu de le remplacer ou voilà, comment se passe l'évolution? Ou est-ce qu'on garde stricto sensu le même matériel, les mêmes logiciels, ou est-ce qu'on doit mettre à jour pour que c'est encore une valeur à la fin? Au niveau financier, vous avez indiqué, monsieur le directeur, dans votre synthèse, il conviendra de vérifier tout au long de la procédure, à l'issue, etc. Cette observation va en particulier pour les conditions financières. Or, j'ai bien compris, vous n'assurez plus le suivi de ce PPP, donc vous ne pouvez pas répondre à l'avant-dernier paragraphe de votre avis, c'est bien ce que j'ai compris, je veux en être sûr. Et vous avez dit à un moment donné, le bilan coût-recette était avantageux. Qu'en est-il maintenant si la MAP ne participe plus? Est-ce que vous allez encore participer à l'évolution de ce projet? Parce que pour moi, ça devient inquiétant que vous ne soyez plus là. Je voudrais avoir une réponse. Pour la clarté des débats, j'aimerais bien que vous répondiez, non pas prendre une série de questions, mais que vous répondiez à M. Grignon. L'aspect technique, au plan financier, effectivement, l'évaluation préalable
n'est que ça, c'est-à-dire c'est une évaluation préalable qui est fondée sur un certain nombre d'hypothèses, des hypothèses de montage financier, hein, c'est ce qu'on appelle au cas d'espèce la technique du financement de projet, c'est-à-dire que tous ces projets sont en fait portés par une société dédiée qui va être constituée pour les besoins spécifiques du projet et qui va être capitalisé à hauteur du montant requis, notamment par les banquiers, en fonction du niveau de risque estimé et sur la base des fonds propres ou quasi-fonds propres qui vont être injectés dans cette société de projet, on va pouvoir lever dans un deuxième temps la dette à long terme nécessaire pour assurer le complément de financement. Au cas d'espèce, d'ailleurs, on est sur des niveaux de capitalisation et de taux de rendement des fonds propres assez atypiques et relativement élevés par rapport à ce qu'on connaît sur nos autres PPP, puisqu'on n'est pas loin de 20% de fonds propres dans la société, enfin dans le montage financier du projet. Hein, les quelques 650 millions de montants à financer sont apportés pour 20% par des fonds propres, eux-mêmes rémunérés à 15,5%. Et à 80% par de la dette, fonds d'épargne, caisse des dépôts, dette en risque projet ou dette faisant l'objet d'une cession d'AI acceptée. Ce que je veux dire, c'est que ces conditions de financement, elles sont appréciées au niveau de l'évaluation préalable aux conditions qu'on connaît à ce moment-là, c'est-à-dire les conditions qui prévalaient sur les marchés financiers à la fin de l'année 2008. En pratique, ce ne sont pas les conditions qu'on va constater lorsqu'on va signer le contrat. La signature, elle intervient 3 ans plus tard. Dans la doctrine ou la pratique du ministère de l'écologie et du développement durable, le closing, c'est-à-dire la mobilisation des moyens financiers, est intervenue immédiatement dans la foulée de la signature. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des ministères ou des administrations qui préfèrent signer d'abord et puis attendre un peu, voir comment évoluent les taux, à la baisse ou pas, avant de procéder à la cristallisation des taux de financement de la dette. Au cas d'espèce, donc les deux étapes ont été réalisées de façon quasi simultanée. Effectivement, en 2011, on a pu constater que, pour faire simple, les taux de référence étaient probablement un petit peu plus bas par rapport à ce qui avait pu être envisagé fin 2008. Par contre, les marges ou les spreads sur la dette étaient probablement un petit peu plus élevés. Donc, au final, des taux de financement qui n'étaient pas exactement ceux qui avaient été envisagés 3 ans plus tôt au stade de l'évaluation préalable. C'est un cas de figure absolument classique, et surtout dans les dernières années où nous avons connu quand même pas mal de rebondissements sur les marchés financiers, le contrat écotaxe ne fait pas exception à la règle. Alors vous me disiez, est-ce que dans ces conditions-là, vous êtes en situation capable de suivre les conditions financières de projet? Oui, en tout cas, on devrait l'être jusqu'à la phase de signature, closing. Ensuite, normalement, ça ne bouge plus. C'est-à-dire qu'à la signature, vous cristallisez, vous affermissez les taux. Ça passe par des opérations qu'on appelle dans le jargon, je suis désolé, on est obligé d'utiliser des termes un petit peu techniques, des swaps, c'est-à-dire des contrats de couverture des risques de taux. Vous allez changer du taux fixe contre du taux variable, pour faire simple, sur les 11 ans d'horizon contractuel du projet. Et ça vous permet d'avoir à ce moment-là un niveau de taux de financement pour votre dette qui est calé pour toute la durée du projet. Donc, il suffit, si je puis dire, d'avoir la visibilité, le suivi sur le mode de fixation des taux jusque et y compris au stade de la signature et du closing. Au cas d'espèce, disons qu'on n'a pas beaucoup été associé à cette dernière étape qui a été gérée directement par le ministère de l'Équipement et ses conseils, pour faire simple. Oui, alors avant de donner la parole sur les questions techniques, moi je voudrais juste dire que sur le plan des fonds propres, avec Madame la rapporteure, nous avons entendu que ces fonds propres n'étaient pas à hauteur que vous avez indiquée, mais au contraire très faibles, de l'ordre de 30 000 euros. Non, alors, 30 millions, pardonnez-moi. 30 millions. Il y a deux choses en matière de fonds propres, si vous voulez. La règle de base, c'est de mettre
aussi peu de fonds propres que possible, puisque c'est la ressource qui coûte le plus cher, qui vient impacter ou peser le plus lourdement sur le bilan des entreprises. Donc effectivement, elles vont chercher à en mettre le moins possible. C'est ce qui couvre le risque quand même. Hein. Tout à fait. Mais le risque, il s'apprécie d'abord du point de vue des banquiers. C'est eux, si vous voulez, qui vont en quelque sorte déterminer le coussin minimal de financement à risque, qu'on appelle junior par rapport à la dette senior, dont ils ont besoin pour absorber d'éventuels retards, difficultés ou problèmes qui viendraient impacter la séquence des paiements qui est destinée à assurer le service de la dette. Donc qu'est-ce qui s'est passé au cas d'espèce? C'est une structuration qu'on retrouve dans la grande majorité de nos projets. Il y a un étage de fonds propres durs, si vous voulez, du capital proprement dit, et puis ce qu'on appelle des quasi-fonds propres, c'est-à-dire des fonds propres qui sont mis sous la forme d'avances d'actionnaires ou de dettes subordonnées par les actionnaires de la société Ecomove, donc les Autostrades, SNCF, Thales, Steria et autres, mais qui peuvent être remboursés un peu plus vite et sur un mode intérêt, pas seulement dividende, puisqu'ils prennent statutairement la forme de dette subordonnée, donc quasi fonds propres. Mais vu du côté des banquiers, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce sont les fonds propres qui seront les premiers touchés s'il y a un problème de cash flow. Ce n'est qu'ensuite, une fois que tout ça, ce coussin de sécurité a été absorbé, que le service de la dette serait impacté. Donc, si on combine fonds propres et quasi-fonds propres, on est bien à 19% du montant total à financer. D'accord. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire les différents ministères auxquels vous avez eu affaire? Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du ministère de l'Équipement. Après, vous avez parlé du ministère de l'Écologie. Donc, je voudrais savoir quels sont les différents ministères en fonction des phasages qui sont intervenus. Alors, en fait, par rapport à vous, il n'y en a que deux. Hein. Il y a effectivement le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports, de la mer. Il a changé plusieurs fois d'intitulé au cours des dernières années. Appelons-le le ministère de l'équipement pour faire simple, celui qui est chargé des transports. Et puis, il a pris assez rapidement une position un petit peu en second rang, en second niveau. Il y a également, d'une certaine façon, Bercy au travers de la Direction générale des douanes, puisque cette écotaxe a vocation à être prélevée en tout cas, relève d'une responsabilité imputée à la Direction des douanes. C'est une taxe douanière. Et donc, la DGDDI est également associée, mais je dirais qu'elle est plutôt dans le siège du copilote. Et donc, quand vous disiez ministère de l'Équipement, c'était la même chose que le ministère de l'Écologie? Oui, tout à fait. Pardonnez-moi d'avoir interféré un petit peu dans les questions. On revient sur la technique pour répondre à M. Grignon. Et après, j'ai enregistré la demande de M. Nègre et de Mme Schurch. Alors, concernant l'intérêt d'avoir effectivement une continuité en exploitation sur un contrat de partenariat, donc je rappelle qu'un contrat de partenariat, c'est un contrat global sur lequel, donc au démarrage, au niveau de la négociation, on part déjà sur un programme fonctionnel qui n'est pas un cahier des charges. Un programme fonctionnel, c'est-à-dire un recensement des besoins fait par la personne publique. Et sur la base de ce programme fonctionnel, on a en quelque sorte une sorte de liberté de trajectoire de chacun des candidats pour atteindre les objectifs. Les objectifs étant des objectifs de délai en termes de livraison, mais aussi des objectifs de performance en termes de résultats de l'exploitation. Résultats d'exploitation ou compte de charge, tout ce qu'on peut avoir derrière ça. Donc l'intérêt effectivement d'avoir, là on a bien compris l'aspect conception-réalisation, que c'était quelque chose de relativement compact, sur lequel on n'est pas beaucoup à revenir. En revanche, effectivement, on peut se poser la question sur l'exploitation et globalement, dans les contrats de partenariat en général, sur la partie exploitation, on a une sorte de curseur, c'est-à-dire que soit on considère que c'est pas du tout de la mission publique que d'assurer l'entretien, le GER, les gros entretiens et l'exploitation au quotidien, soit la personne publique considère qu'elle peut reprendre effectivement la gestion au quotidien, mais les gros travaux d'entretien est laissé aux partenaires privés. Donc tout ça, c'est une question de choix. Alors là, en l'occurrence, effectivement, si on reprend l'exemple du bâtiment que vous proposiez, l'idée, c'est quelle garantie me donne mon partenaire sur le résultat de performance énergétique que je vais avoir dans 15 ans.
Ben ça, effectivement, la seule façon d'avoir une réponse et un engagement ferme, c'est d'avoir l'assurance que sur la partie entretien, ça sera bien fait par le partenaire, puisque lui, il va assumer les résultats, le résultat et la performance de ce qu'il aura construit. Donc là, il y a des engagements qui sont très clairs, sur lesquels je suis capable d'aller le revoir, de lui mettre des pénalités, parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Bon, en revanche, sur la gestion au quotidien, effectivement, on peut en discuter. Alors, sur ce type de projet, bon, effectivement, on a fait un choix sur transférer un certain nombre de choses auprès du partenaire privé. Je rappelle quand même que si vous regardez le projet, le contrat dans le détail, on a quand même une forte implication des ressources, qu'elles soient au niveau équipement ou au niveau des douanes. Mais que derrière ça, effectivement, on souhaite un accompagnement de la personne privée, parce que, au-delà de la maintenance logicielle, de la maintenance des systèmes d'information permettant effectivement de s'adapter aux évolutions, on a, au moment où c'était décidé, et comme vous le savez, on n'a pas forcément, on peut considérer que le cœur de métier d'une personne, d'un fonctionnaire de l'équipement ou d'un fonctionnaire des douanes, c'est peut-être pas forcément de faire de l'entretien d'un système informatique ou de l'exploitation informatique. Bon, après, c'est une question de choix. En tout cas, là, dans le projet tel qu'il est, on a bien pris les ressources disponibles, les compétences internes, elles sont bien utilisées, et le surcroît de travail a bien été distribué auprès de la personne privée pour assurer la performance, parce que derrière ça, il ne faut pas oublier qu'on a quand même une profonde contrainte de performance, c'est-à-dire que le fait que les serveurs fonctionnent ou les serveurs ne fonctionnent pas et laissent échapper les contrevenants, par exemple, c'est quelque chose qui a un impact extrêmement direct en termes de revenus financiers du projet, quoi. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. La seconde question, alors concernant la mise à jour, l'obsolescence, le traitement de l'obsolescence, bon, on est sur un projet qui a 10 ans. La tradition dans le contrat de partenariat, c'est que sur des projets relativement courts, donc non amortis, le contrat, à la fin du contrat, on a une cession complète du patrimoine à la personne publique. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un système qui va être encore performant quelques années. Et donc, je n'ai pas le souvenir de ça, mais j'imagine que l'entretien maintenance a été fait, programmé pratiquement jusqu'à la dernière année du contrat, de façon à avoir quelque chose qui soit relativement update, à jour au niveau logiciel, et sur lequel les fonctionnaires, à partir du moment où ils vont remplacer effectivement la personne privée à l'issue du contrat, auront à disposition un matériel qui pourra donner effectivement satisfaction encore un certain nombre de temps. Oui, je précise là-dessus qu'effectivement, le contrat prévoit que le dispositif doit être constamment mis à jour pour tenir compte des impératifs d'évolutivité, d'interopérabilité avec les systèmes équivalents européens. Il bénéficie à ce titre de la redevance prévue au titre du GER, du gros entretien renouvellement. La transmission se fait au terme du contrat, c'est-à-dire au bout des 11 ans. À titre gracieux, bien sûr, pour tous les équipements nécessaires à la poursuite de la collecte de l'écotaxe, donc sans que l'État ait à payer quoi que ce soit. Et elle se fait dans des conditions qui doivent permettre à l'État de continuer à exploiter avec le même niveau de performance sans avoir à réinvestir ou à redépenser pendant au moins 1 an. Alors, Louis Nègre. Bien, monsieur le directeur. Je vais essayer de résumer ce que j'ai cru comprendre. Et, on le voit, c'est un sujet complexe. Donc, j'ai bien compris, l'évaluation préalable a été validée. Bien. Le critère de la complexité est certain. Et pour avoir regardé un tout petit peu à l'étranger ce qui se passait, notamment je suis allé en Tchéquie voir la complexité du système, je peux dire à la rapporteure que c'est complexe. Voilà. Et le fait d'avoir une vision globale sur des dossiers sur lesquels nous n'avons pas, la plupart du temps, en interne, les compétences nécessaires, ne me choque pas, surtout quand je vois le dossier Louvois, qui est une catastrophe absolue. Vous nous dites également, le bilan coût-avantage est favorable aux deniers publics. Bien. Donc,
quand je vous écoute, a priori, moi, je trouve que sur mon tableau de bord, tous les feux sont au vert, ou presque. 3 questions simples. La première, si c'était à refaire, referiez-vous et prendriez-vous la même position? Deuxième question, une rémunération de fonds propres à 15%, est-ce que c'est normal dans ce milieu-là? Et troisième et dernière question, vous êtes, me semble-t-il, la mission d'appui, même le directeur de cette mission d'appui pour l'État sur les PPP. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, peut-être le savez-vous, pourquoi vous n'êtes plus associé au suivi de cette mission, alors que c'est votre mission principale? Je propose de répondre directement. Parce que c'est l'assurance que vous répondrez vraiment à la question. Essayez d'être aussi transparent que possible. Alors, oui, donc effectivement, je crois que vous avez bien résumé la situation et l'analyse que nous avons menée au cas d'espèce sur ce dossier, sur la complexité. Je précise d'ailleurs que la complexité, elle a une autre conséquence ou un avantage à nos yeux, c'est qu'elle permet, on l'a évoqué brièvement, de déboucher sur une procédure d'attribution de type dialogue compétitif qui va, là aussi, permettre, je dirais, une attribution intelligente. C'est-à-dire qu'on ne fixe pas ex ante toutes les spécifications du système qu'on veut obtenir en bout de course, parce que tout simplement on ne le sait pas. On fixe les besoins, le type d'application qu'on aura besoin de mettre en œuvre, et puis on laisse à chacun des candidats le soin de développer une solution technico-économique optimisée au fur et à mesure des itérations, des échanges qui permettent d'affiner le concept avec chacun des candidats en tunnels séparés. Alors, si c'était à refaire, est-ce qu'on le referait sur ces bases-là? Écoutez, j'ai tendance à penser que oui. Alors, de facto, c'est vrai que ce dossier, il a connu des retards. Hein. Il devait être livré fin juillet. On est aujourd'hui 6 mois plus tard. Il ne l'est pas encore. Ces retards sont imputables pour une part aux partenaires privés, peut-être pas pour la totalité. Il y a eu quelques petits changements. Monsieur Ries, ici présent, sait que la taxe qui devait d'abord être testée en Alsace, en définitive, on a changé un petit peu la géographie ou l'architecture du dispositif pour la réinjecter ou réenglober dans une livraison du dispositif à l'échelle nationale en une seule fois. Il y a eu quelques petits aménagements. Bon, c'est plus ou moins inévitable dans des projets de cette ampleur, de cette nature, avec ces dimensions techniques aussi complexes. J'ai quand même tendance à penser qu'une cause essentielle du retard ou des difficultés constatées aujourd'hui, elle est pour une bonne part étrangère à la volonté ou aux capacités du prestataire privé. C'est les difficultés qu'on a pu connaître depuis le mois d'octobre sur les portiques ou l'acceptabilité du dispositif. Peut-être que si on ne s'était pas trouvé, pas refaire d'histoire-fiction, de politique-fiction, mais si on ne s'était pas trouvé dans cette situation, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait procédé à la recette du dispositif, à la phase de fonctionnement à blanc, vérification d'aptitude, et peut-être qu'on aurait débouché sur la mise à disposition contractuelle. Donc, que la responsabilité de la personne privée soit engagée, c'est tout à fait possible et probable. Encore une fois, on n'a pas été associé aux dernières étapes. Je ne vais pas me prononcer de façon définitive sur le sujet. Je crois malgré tout que pour un projet, encore une fois, de cette ampleur, qui comporte ce niveau de risque, déboucher à quelques mois près sur un dispositif qu'on peut considérer globalement comme opérationnel, même si aujourd'hui il reste quelques points à régler dans la discussion entre pouvoir public et prestataires privés, c'est une performance qui m'apparaît tout à fait honorable. Alors la difficulté de l'exercice, c'est qu'évidemment, il faudrait pouvoir avoir été au résultat de ce qu'aurait donné le schéma alternatif pour pouvoir dire ça aurait été mieux ou moins bien, et ça par définition, sauf à lancer 2 dispositifs parallèles simultanément dans chacun des schémas, c'est une comparaison ex post qu'on ne peut pas faire. Mais j'ai
quand même le sentiment globalement que dans cette affaire, le partenariat public-privé n'a pas globalement démérité au regard de ce qui a déjà été mis en œuvre dans des délais et des considérations de coûts, d'enveloppe ou de performance qui me paraissent globalement très proches de ce qui était initialement envisagé. Alors j'en viens à la rémunération des fonds propres. Oui, 15%, c'est effectivement élevé. Ce sont des taux de rémunération qu'on trouve plutôt, si vous voulez, dans des montages en concession, en délégation de service public, qui impliquent un risque de trafic, de volume, un risque de fréquentation commerciale pour le partenaire privé. Ce n'est pas le cas au cas d'espèce. On n'est pas parti, on ne pouvait d'ailleurs pas partir sur une délégation au service public, une concession dans cette affaire. J'ai parfois entendu certains qui comparaient le PPP à la ferme générale de l'Ancien Régime. Ça aurait pu être une comparaison pertinente si on était parti dans une concession où le partenaire privé se rémunère directement sur le produit de la taxe. Ça n'est pas le cas au cas d'espèce et il me serait apparu de toute façon très difficile de pouvoir effectivement confier la perception d'un impôt dans le cadre d'une concession, d'une délégation de service public. Donc pour un contrat en partenariat où le risque est d'abord un risque technique de conception, de réalisation, de performance, de disponibilité, 15% c'est élevé. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord quand même que c'est le résultat d'un dialogue compétitif, concurrentiel. Il y a eu 5 candidats au départ, 3 à l'arrivée. À ma connaissance, même si le coût global n'est que l'un des critères d'attribution et pas le plus pondéré, encore une fois c'est 25% des critères d'attribution, je crois savoir que l'attributaire retenu au final, donc le groupe Ecomove Autostrade, était quand même le moins cher par rapport aux autres candidats. Deuxièmement, ce taux, il reflète quand même aussi des risques et surtout des engagements de performance, de qualité qui sont très exigeants, qui ont été transférés aux partenaires privés. Il y a le risque de performance en ce qui concerne l'objectif de détection, suivi, facturation, liquidation, recouvrement de tous les usagers, les camions poids lourds qui empruntent le réseau assujetti à l'écotaxe. Ça fait quand même 800 000 poids lourds français ou étrangers à détecter et identifier en permanence sur 15 000 km de routes, dont un certain nombre de routes départementales. Ce sont des configurations qui ne sont pas faciles, y compris pour des petits camions à plus de 3,5 tonnes. Tout ça fait qu'on est sur, je dirais, un cahier des charges qui est probablement plus exigeant que ceux qu'on a pu connaître dans d'autres pays européens. Et à l'inverse, on a exigé un taux d'erreur pratiquement nul, je crois que c'est 1 pour 1 million, en ce qui concerne les fausses détections, c'est-à-dire la possibilité ou le risque de détecter et de facturer un camion qui suivrait par exemple un itinéraire parallèle très proche de l'itinéraire assujetti à la taxe et qui du coup, vu depuis un satellite, c'est quand même pas toujours évident de faire la distinction à quelques mètres ou dizaines de mètres près, risquerait de se faire taxer alors qu'il n'était pas en situation de l'être. La question pourrait se poser par exemple, autour de Paris, le périphérique parisien rentre dans le réseau taxable. Vous savez comme moi qu'il y a des routes parallèles au périphérique qui ne sont pas très loin, qui, souvent à 10 ou 20 mètres près, pourraient être donné lieu à une taxation. On a exigé à ce niveau-là, et à juste titre, me semble-t-il, en tout cas c'est la responsabilité évidemment du ministère de l'Équipement, qui est un taux d'erreur pratiquement nul. Tout ça, ça entraîne des exigences techniques, économiques très fortes qui se répercutent quelque part sur le niveau de risque et sur la rémunération des fonds propres. Donc c'est un élément d'explication, je ne prétends pas que ce soit le seul. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement c'est un taux historiquement élevé et la plupart de nos contrats de PPP dans le domaine bâtimentaire ou infrastructure renvoient à des TRI, fonds propres, qui sont plutôt situés entre 10, 11, 12%. Alors, pourquoi, votre dernière question, c'était pourquoi on n'est pas associé à la dernière étape? Oui. Écoutez, ça, une question qu'il faudrait peut-être poser à nos collègues du ministère de l'Équipement. Ça n'est pas par mauvaise volonté de notre part, je peux vous le dire, même si on a beaucoup de projets à gérer et qu'on n'est plus très nombreux à la mission d'appui. Vous avez en gros en face de vous le tiers de la mission d'appui dans ses effectifs actuels. Il y a moins de nouveaux grands projets de PPP à gérer, mais il reste un stock par définition qui, lui, continue à croître.
Je ne peux pas vous apporter de réponse très précise ou argumentée sur ce dossier. Alors, il y a peut-être eu des considérations liées au caractère très confidentiel de certaines données de nature financière liées au secret industriel ou commercial qui ont pu limiter les échanges dans la dernière étape. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes évidemment à la disposition de notre ministre d'abord, mais aussi des autres ministères concernés pour pouvoir contribuer aux discussions et à la recherche d'une solution en cours. Merci, M. Berger. Oui. Je voudrais que Mireille Cherche donc intervienne maintenant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, merci pour toutes ces réponses précises. Vous êtes un maillon important dans la chaîne de la décision, semble-t-il, en tout cas en termes de conseil, d'expertise et peut-être de contestation des décisions ou des hypothèses. J'ai l'impression, alors vous venez de répondre à ma première question, combien êtes-vous dans cette mission? Donc 6, si j'ai bien compris. Avez-vous donc les capacités réelles de réfléchir et de permettre au ministère véritablement de suivre des hypothèses différentes de celles qu'il a probablement mis en hypothèse et il a envie de suivre? Par exemple, sur la complexité, il semble que vous n'ayez pas contesté ce premier critère. C'est sans doute complexe, d'accord, mais ce qui a entraîné de fait l'idée d'un PPP, donc sans peut-être d'autres pistes de réflexion. En avez-vous les moyens? Cependant, vous parlez de doutes et d'incertitudes quant au choix du ministère de l'équipement. Je reprends vos termes à l'instant. Donc, sur quoi portent ces doutes, si vous voulez bien les préciser? Pour ce qui me concerne, je trouve que ce partenariat est particulièrement favorable à la société Ecomove. Vous venez de nous expliquer que la rémunération, en effet, à 15% est quand même très élevée. Alors, ma deuxième question, c'est, vous dites dans les critères d'attribution, le coût n'est que de 25%. Pouvez-vous nous dire les 75 autres pourcents? Je suppose que c'est réparti entre performance, qualité, robustesse financière, vous avez dit, termes de délai. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Parce que pour nous, effectivement, le coût est important, et notamment le coût pour les deniers publics, vous le pensez bien. Et là, c'est une vraie interrogation. Alors, ma question suivante, avez-vous réellement les moyens, à votre avis, de faire le travail que vous nous avez expliqué préalablement de A à Z, c'est-à-dire en termes au départ de balayer les hypothèses et de les renégocier avec le ministère et de suivre, et j'ai envie de penser qu'à la fin, en ce qui concerne ce projet particulièrement et ce contrat, vous n'êtes plus dans le comité de suivi, c'est-à-dire que quel est votre rapport avec le ministère? Est-ce que je ne vois pas comment ça fonctionne? Est-ce qu'il vous donne mission de A à Z, comme vous l'avez expliqué au début, sur un contrat de partenariat et enfin une opération, et là le suivi s'entend. Et pourquoi vous n'êtes plus dans le suivi? Est-ce à dire que à chaque étape de votre travail, le ministère peut vous convier ou ne pas vous convier? Donc votre mission perd en force, si j'ai envie de dire comme ça, sans vous blesser. C'est est-ce que vous avez suffisamment de force pour réellement, de force à la fois en termes de moyens humains, de proposer au ministère, véritablement bousculer peut-être des points de vue. Donc vous avez répondu à la question sur les rémunérations. Ma dernière question, c'est sur les retards. Vous venez d'expliquer que les retards, c'est sans doute, vous dites, mais vous ne le savez pas, puisque vous n'êtes plus dans le comité de suivi, si j'ai bien compris, peut-être lié aux partenaires privés. Donc nous le saurons peut-être si nous interrogeons le ministère, mais pour ce qui vous concerne, voilà. Donc mes questions principales portent plus sur votre mission réellement, votre capacité réelle d'interpeller le ministère pour savoir si c'est le bon choix. Et à votre avis, pour ce contrat ici, puisque moi je trouve qu'il est très avantageux pour Ecomove, vous peut-être pas, est-ce que vous pouvez me dire votre avis très simplement? Je l'ai entendu un petit peu préalablement, mais avons-nous raison de dire qu'il est très favorable à Ecomove? Berger, sur les retards, il faudra aussi noter quand même le nombre de camions équipés. Parce qu'aujourd'hui, on n'est qu'à 190 000 camions équipés. Ça, c'est Ecomove qui nous l'a dit dans son audition, alors qu'il y en a eu 800 000. Donc, dire que Ecomove est prêt, moi, ça me paraît un pas que je ne franchis pas.
Alors, je vous laisse la parole pour répondre à Mme Church. Sur nos moyens ou notre capacité, effectivement, challenger, contester, argumenter les hypothèses qui sont prises au départ par les porteurs publics de projets dans l'évaluation préalable qu'ils nous soumettent. Je rappelle que c'est eux qui la réalisent avec l'aide de leurs assistants techniques, juridiques, économiques. Effectivement, on a des moyens humains limité. On ne va pas refaire l'instruction d'un projet, et a fortiori d'un projet aussi lourd, complexe, aux enjeux aussi riches que celui-ci, projet Ecotax. On est là, je dirais, pour vérifier dans la phase amont, encore une fois, que la méthodologie d'évaluation et d'argumentation a été bien respectée, que les risques, les impacts en termes de délai, en termes de coûts, en termes de performance liés à ce qu'on peut savoir de tel mode contractuel par rapport à tel autre, tel mode de financement versus un mode budgétaire, que tout ça a été correctement apprécié. On peut faire bouger, c'est arrivé à plusieurs reprises, ou suggérer des modifications du périmètre des missions confiées aux partenaires privés pour optimiser l'équation économique globale du projet. Au cas d'espèce, on avait d'ailleurs suggéré, vous l'avez relevé vous-même, de pouvoir laisser ouverte la dimension génération de recettes annexes au-delà de l'objet principal qu'est la perception de la taxe douanière, même si ça n'a pas été repris au final par le ministère. Donc on a, je dirais, toute une phase d'échange, d'itération dans les semaines qui précèdent l'élaboration de notre avis préalable qui doit permettre de tester, de valider, de mieux comprendre un certain nombre d'hypothèses. On peut également procéder à la simulation sur notre propre modèle en réinjectant les données financières, économiques qui nous sont communiquées dans le cadre de l'évaluation préalable, faire tourner notre propre modèle développé sous Excel de simulation comparative des coûts, délais, impact des lois de probabilité, d'occurrence de risque, etc., pour s'assurer que les résultats qui nous sont présentés par le porteur public de projet sont vraisemblables ou en tout cas conciliables ou compatibles avec ce que donne notre propre moulinette en matière de modélisation. Fondamentalement, la responsabilité de l'évaluation préalable, elle demeure celle du porteur public de projet, donc de l'établissement public national ou du ministère ou de la collectivité locale. La limite ou le risque pour lui, s'il n'intègre pas telle ou telle de nos demandes, suggestions ou préconisations, étant éventuellement de se voir opposer un avis défavorable. Alors, au cas d'espèce, encore une fois, on est sur un projet quand même d'une très grande et redoutable complexité. Clairement, nous n'avons pas eu la possibilité. M. Tardivot a lui-même une formation d'ingénieur télécommunications à l'origine, mais on n'a pas la possibilité d'aller comparer les différents schémas techniques, DNSS versus Portic, ou tous les aspects extrêmement pointus que comporte ce dossier. Donc on est tenu de se limiter à des grands questionnements en ce qui concerne l'équilibre prévisionnel ou l'impact différentiel de tel ou tel mode de contractualisation. Ce sont les limites de l'exercice. Est-ce que le contrat est exagérément favorable aux partenaires privés ? Ça, c'est l'avenir qui pourrait le dire. C'est difficile de pouvoir en juger aujourd'hui. Bien sûr, ce taux de rémunération des fonds propres, comme je l'ai déjà dit, à plus de 15%, est un taux élevé par rapport à ce qu'on constate dans la très grande majorité de nos autres PPP. Mais il faut bien dire que construire un bâtiment public, même un grand bâtiment public du type Pentagone à la française, Palais de justice ou autre, c'est quand même probablement moins compliqué que mettre en œuvre un projet de ce type comme Ecotax. Et ça, effectivement, ça ne me choque pas
que concrètement, ça renvoie à des niveaux de fonds propres et des rémunérations de fonds propres qui sont représentatifs des risques supportés par le partenaire privé plus élevés. Est-ce que c'est trop élevé ou pas? La première façon d'en juger, encore une fois, c'est de se reporter à la compétition qui a eu lieu, car il y a eu une vraie dialogue compétitif. Ça, on a quand même pu s'en assurer. 5 candidats, ce qui était le maximum de ce qu'on avait souhaité retenir pour participer au dialogue compétitif, des grands noms, à l'exception d'un candidat un petit peu peut-être à la marge, mais pour le reste, les 4 autres rassemblaient dans leurs groupements respectifs les grands noms de l'industrie et de la technologie française et européenne. Un de ces candidats a jugé d'ailleurs que l'exercice était trop difficile et s'est retiré avant la fin, le candidat Vinci. Les autres sont allés jusqu'au bout et je crois que le dialogue compétitif a effectivement fonctionné comme on pouvait l'espérer, de façon tout à fait compétitive ou concurrentielle. Alors, 15% c'est élevé, c'est vrai, c'est à mettre en regard de la structure financière qui a été retenue. Peut-être que je n'ai pas en tête les chiffres des autres candidats, peut-être qu'ils avaient des taux de rémunération de fonds propres plus faible, mais appliquée à une base de fonds propres plus élevée. Il faudrait pouvoir comparer toutes choses comparables par ailleurs. Et enfin, encore une fois, ce critère du coût global est un critère important, mais il doit être relativisé puisque fondamentalement il s'agit d'un projet qui rapporte plus qu'il ne coûte. Alors, vous posiez la question des critères d'attribution. Ces critères sont définis dans l'avis d'appel public à concurrence qui a été émis en avril 2009 et qui précise, c'est donc l'offre, non pas la moins disante, mais l'offre économiquement la plus avantageuse qui devra être retenue. C'est la règle générale sur ces opérations de PPP attribuées en dialogue compétitif, au regard de 5 critères, 6 même: la qualité technique du projet, 30%, qualité globale des ouvrages, des équipements, des programmes logiciels, le coût global de l'offre, 25% uniquement, comme je le disais, la robustesse du financement, y compris la solidité des garanties de bonne fin mises en œuvre, pour 15%, le délai de mise en service et la crédibilité des moyens proposés pour le respecter, pour 15%, puisque ce délai conditionne là aussi encore la date de commencement de perception de la taxe. Les objectifs de performance en matière de développement durable, 10%. C'est le ministère du Développement durable, on pouvait difficilement faire moins. Et la part du contrat confiée à des PME pour 5%. Donc le coût global de l'offre, il est effectivement, avec cette pondération à 25%, inférieur à ce qu'on va trouver en règle générale dans nos procédures d'attribution de PPP, où on est plutôt sur une pondération du coût de l'offre qui tourne autour de 50%. Au-delà de 60-70%, nous on est assez réticents parce qu'on a le sentiment qu'on revient à une espèce de procédure d'appel d'offres par enchère, ce qui n'est pas non plus l'esprit et la philosophie du PPP. C'est une procédure qui doit jouer sur tous les multicritères, multiparamètres, où la qualité importe au moins autant que le coût. 25%, c'est faible, c'est vrai, pour le coût global de l'offre, mais ça s'explique encore une fois parce que c'est un projet qui rapporte plus qu'il ne coûte. Alors, est-ce qu'on a les moyens d'être associé ou d'accompagner le projet de A jusqu'à Z? Idéalement, évidemment, on ne demanderait pas mieux. Ce n'est pas non plus ce que prévoient les textes. Les textes, encore une fois, prévoient, au-delà de notre rôle un peu d'élaboration de la méthodologie, de la doctrine d'emploi, un rôle de... J'ai employé un anglicisme, excusez-moi, mais c'est souvent comme ça qu'il est défini dans la littérature internationale, de gatekeeper, c'est-à-dire de gardien de la porte à l'entrée et à la sortie. Ce rôle de validation en amont et en aval, nous l'avons tenu sur ce dossier. Rien n'oblige, dans les textes, le ministère de l'Équipement à continuer à nous mettre dans la boucle une fois que le contrat est signé. D'accord. Je vais donner la parole à Roland Ries. Et vous faites un top, là, un peu un top 10 ou je sais pas, des gros PPP. On est quoi? On est dans les plus gros, là, ce PPP. Il est dans le top 10? Il est quoi? Il est probablement dans le top 10, oui. Dans le top 10, on trouverait les lignes à grande vitesse que nous avons lancées sous forme de PPP. Bretagne, Pays de Loire, Nîmes-Montpellier, les autres projets ferroviaires du type GSMR. On trouverait également des grands bâtiments publics emblématiques du type Ballard ou Palais de Justice de Paris. Et puis, effectivement, je pense que celui-ci, au regard de son
montant d'investissement, c'est-à-dire 650 millions à peu près, Ouais. mais aussi et surtout, je dirais, des prestations d'exploitation qui y sont associées, même si elles sont bornées à un horizon contractuel d'une douzaine d'années, il se situe certainement dans le top 10, oui. Très bien, merci. Roland Ries. Merci beaucoup. M. Bergère, d'abord, merci quand même pour l'ensemble des réponses que vous avez déjà données. Un passé récent me fait faire des comparaisons, mais je n'irai pas. Tout à fait d'accord, Roland. Là-dessus. Au moins, on a un interlocuteur qu'on peut interroger, qui a des questions. Après, on verra ce qu'on en fera. Moi, j'aurais deux questions précises à vous poser. La première m'est suggérée par une de vos réponses. Concernant les délais de mise en œuvre du dispositif Ecomove. Il y a eu ce qui s'est passé en Bretagne, il y a eu la suspension de l'opération, mais si je vous ai bien compris, mais peut-être que je n'ai pas été assez attentif, en toute hypothèse, la date du 1er janvier de mise en œuvre n'aurait pas pu être respectée, même si ne s'était pas passé ce qui s'est passé en Bretagne. Moi aussi, j'ai une vie antérieure, comme certains ici. J'ai été prof de latin à une certaine époque. Alors, cette figure de grammaire, c'est l'irréel du passé. On ne saura peut-être jamais, mais est-ce que vous pourriez nous dire si, en supposant qu'on n'ait pas connu ce qu'on a connu en Bretagne et les conséquences politiques derrière, est-ce que le dispositif aurait été opérationnel à partir du 1er janvier, comme c'était prévu, étant entendu que c'était prévu dans un premier temps au 1er juillet. Ça, c'est une question que je vous pose en préalable. La deuxième question, elle est plus générale, elle est plus importante. J'ai déjà essayé de la poser, mais je n'ai pas eu de réponse. Lorsqu'en 2005, en Alsace, vous y avez fait référence tout à l'heure, on a vu déferler de ce côté du Rhin les flux de poids lourds, la réaction spontanée des responsables publics et de la population, c'est-à-dire LKW raus. C'était le long des routes. Je me souviens, les camions dehors, voilà, on ne venait pas nous envahir. Et je dirais, la solution naturelle était à l'époque, on va mettre en place le dispositif allemand chez nous. Voilà, c'était tout simple. Or, ce qui s'est passé par la suite, outre le fait qu'on a beaucoup tardé pour toutes sortes de raisons, de pression, etc., en Alsace, et qu'on avait finalement été obligé d'abandonner l'expérimentation, vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'elle n'avait plus beaucoup de sens. Quelques mois avant la mise en place du dispositif général, on ne pouvait même pas en tirer de conclusion. Et en plus, c'était un dispositif différent. Le tonnage des camions était à 12 tonnes, me semble-t-il, et là, on arrivait à 3,5 tonnes, etc. Pourquoi cette idée de s'inspirer de ce qui apparemment marche ailleurs, même si ça a été difficile en Allemagne, je le sais aussi, mais pourquoi qu'est-ce qui fait la spécificité française par rapport aux expériences allemandes, tchèques ou autrichiennes, etc., et qui a obligé finalement à avoir un dispositif original? J'ai lu la fin au moins la synthèse de votre avis. Vous dites opération originale et complexe pour laquelle il n'existe pas de précédent auquel on puisse valablement se référer. C'est marqué, c'est même la dernière phrase de l'avis. Est-ce que c'est tellement différent? Qu'est-ce qui fait cette différence-là et qui nous a obligés, quelles que soient les décisions qui ont été prises par les uns et par les autres, à faire œuvre originale? Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Je sais bien que l'Allemagne, ce n'est pas la France, mais il paraît qu'on est en Europe et que, en règle générale, on dit qu'il faut arriver à plus d'intégration, à des réglementations qui ne soient pas disparates en Europe. Et là, on a des dispositifs qui, je ne sais pas, j'espère, s'interconnecteront les uns avec les autres. Il faut l'espérer. Mais pourquoi on n'a pas... on ne s'appuie pas sur ce qui existe et qui apparemment fonctionne, même si c'est avec des difficultés, même si c'est avec une certaine évaporation, peut-être acceptable. Pourquoi on a cherché une solution spécifique française? Je sais bien qu'on n'est pas comparable aux autres pays européens, mais quand même,
on devrait avoir, j'espère, des points de convergence. Donc voilà, ma question, enfin j'ai les deux questions. Merci beaucoup. Et c'était une question du maire de Strasbourg, bien sûr. Je vais essayer d'apporter, c'est la France, par rapport à la France. Quelques éléments de réponse. Alors, est-ce qu'on aurait effectivement tenu la date de mise en service, à défaut de la tenir au 20 juillet 2013, qui était l'objectif initial, est-ce qu'on l'aurait tenu au 1er janvier 2014 en l'absence des difficultés d'ordre public qu'on a connues? Honnêtement, je n'ai pas les éléments nécessaires pour pouvoir l'affirmer. Je constate simplement, et je reviens sur ce que vous disiez, Madame la Présidente, que le rythme d'équipement, qui effectivement a été probablement un peu tardif et comment dire, pouvait laisser déjà percer quelques inquiétudes. Le rythme d'équipement en équipement embarqué des camions, qui n'avait véritablement commencé à s'accélérer qu'à partir du mois de septembre, qui est arrivé à 190 000 camions qui sont aujourd'hui équipés du boîtier, du terminal GPS, il s'est évidemment, et c'est normal, très fortement ralenti, pour ne pas dire arrêté, depuis quelques semaines, en attendant d'y voir plus clair. Donc c'est déjà, me semble-t-il, un premier indicateur de ce que ces événements n'ont pas été sans conséquence sur la montée en puissance ou le caractère plus ou moins achevé des différentes prestations qui composent le dispositif à mettre à disposition. Donc, mon sentiment, mais encore une fois, je n'ai pas d'éléments plus précis à ma disposition. Mon sentiment, c'est qu'il y a dû y avoir effectivement un impact. Est-ce que pour autant tout aurait été disponible au 1er janvier 2014 ? Je ne m'engagerai pas là-dessus. Alors, ce retard, effectivement, il n'est pas propre à la France. Vous évoquiez le système allemand, le LKW Maut, le Toll Collect, donc l'équivalent allemand des Comove, a connu lui aussi des retards, d'ailleurs des retards plus importants, de l'ordre d'un an, et des difficultés avant que la période de rodage du système allemand soit considérée comme à peu près achevée. Je précise d'ailleurs que dans ce consortium qui s'est vu chargé de concevoir, réaliser, préfinancer et exploiter l'écotaxe version allemande, il y a un grand opérateur français. Alors, pourquoi et en quoi le système français est différent ou plus complexe? La première réponse, je crois, elle est quand même relativement simple, et j'imagine qu'elle a déjà dû être évoquée dans cette enceinte, c'est que en France, on a déjà un réseau autoroutier concédé. Donc, par définition, comme on ne va pas taxer deux fois les mêmes utilisateurs, il s'agit de mettre en œuvre l'écotaxe sur les portions de réseau routier national ou départemental pour intégrer les effets report indésirables qui ne sont pas concédés. Donc là où les Allemands ont appliqué leur écotaxe sur un réseau de 8000 km d'autoroute qui facilite quand même, je dirais, les choses en matière de détection, de suivi, plus facile à mettre en œuvre sur une autoroute que sur une départementale. Donc première difficulté, nous, il a fallu qu'on le mette en place sur un réseau plus important, 10 000 km de route nationale plus 5 000 de départementale, 15 000 au total, 2 fois la longueur du réseau assujetti en Allemagne, et surtout de gabarit ou de profil qui se prêtent moins, a priori, moins facilement en tout cas, à la détection et au suivi des utilisateurs poids lourds. Deuxième difficulté, en France, on a souhaité baisser fortement le seuil d'applicabilité de cette écotaxe, là où dans la plupart des pays européens, y compris en Allemagne, je crois que c'est 12 tonnes qui a été retenu comme seuil d'entrée, d'applicabilité. En France, on est descendu à 3,5 tonnes, c'est-à-dire en gros la grosse camionnette à pleine charge. Bon, là encore, ça vient un peu compliquer la donne au plan technique par rapport à des systèmes qui sont limités aux plus gros utilisateurs. Donc tout ça, ça participe de cette
spécificité française, ça n'est probablement pas les seules dimensions ou paramètres à prendre en compte, mais ça a clairement joué avec les exigences qualitatives que j'évoquais tout à l'heure, au titre du cahier des charges techniques, du zéro défaut en quelque sorte, exigé dans un sens comme dans l'autre, dans la détection comme dans la non-facturation de ceux qui n'ont pas vocation à être taxés sur des itinéraires parallèles. Tout ça a probablement joué dans la complexité et le coût au final de cette opération. J'ajoute qu'en France, en plus, on a modulé les tarifs dans certaines régions, peut-être pas suffisamment, visiblement, mais on a quand même cherché à prendre en compte les spécificités régionales ou les plus ou moins grandes sensibilités à ces questions de péage. Tout ça, là aussi, ça vient compliquer au final un petit peu la donne. C'est autant d'éléments qui, me semble-t-il, participent de cette spécificité française et au final du coût global. Alors, Jean-Luc Fichet a demandé la parole. Oui, Madame la Présidente. Simplement, je crois que ça recoupe un petit peu la question de Roland, mais je vais quand même la poser. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la commande qui est faite à vos services pour cette mission d'appui partenariat privé. Parce que je m'interroge de savoir si dans cette commande, on vous demande aussi de regarder justement les propositions qui sont faites en matière sur le plan technique pour percevoir cette écotaxe, parce que l'idée essentielle, c'est de percevoir une écotaxe, et en plus effectivement que cela génère de nouvelles ressources pour financer d'autres modalités de transport. Alors si je pose cette question, c'est parce que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est qu'on est quand même face à un système qui semble extrêmement complexe, une mécanique assez infernale, sachant que les portiques en question, en fait, ne sont là que pour contrôler les fraudeurs. C'est-à-dire que le portique ne permet pas de percevoir la taxe. C'est un autre système qui fonctionne derrière. Que ces mêmes portiques, à un moment donné, pourraient en tout cas supporter d'autres missions, de contrôler le comportement des automobilistes, etc. Enfin, il y a derrière ça une part fantasmée ou une part réelle, mais dans tous les cas, c'est une question qui est posée, parce que je crois que la CNIL s'est aussi intéressée à toutes ces questions-là. Et si je pose cette question, c'est parce que je suis étonné aussi de cette information que vous nous donnez en disant il y a un grand groupe qui, à un moment donné, a jeté l'éponge. C'est-à-dire que dans le dialogue de compétitivité, à un moment donné, il a dit « bon, ça va, moi je n'y vais pas ». Et donc, tout ça, ça ne manque pas d'interroger. Et j'ai envie de savoir un petit peu comment vous jouez votre rôle là-dedans. Jusqu'où va votre rôle en disant « ben non, ça c'est une machine infernale, ça ne fonctionnera jamais. En tous les cas, ça risque d'être très dur à mettre en place, ça risque d'être très coûteux ». Aujourd'hui, on a des portiques qui sautent les uns après les autres. On s'en va vers une situation qui se dégrade de plus en plus, malheureusement, dans la mise en place du système EcoMove. Et donc, comment vous voyez les semaines et les mois à venir, sachant que vous nous disiez tout à l'heure, mais ça c'est une anecdote, mais je crois que c'est quand même intéressant à savoir, vous nous disiez tout à l'heure, c'est vrai que le nombre de camions qui est équipé est nettement inférieur par rapport aux objectifs, que c'est sans doute lié au fait qu'à un moment donné, et ça c'est une réaction normale, que l'on peut comprendre, on dit, bah, attendez, ce qui se passe, est-ce qu'il est encore nécessaire qu'on continue à faire ces investissements-là? De l'autre côté, je témoigne du fait que d'autres n'ont pas tardé à mettre en place la perception de l'écotaxe, puisqu'on a aujourd'hui des transporteurs qui la font payer à leurs clients. Voilà, je vous remercie. Quelques éléments généraux, puis je laisserai Antoine Tardiveau, qui est quand même plus l'homme de l'art au sein de l'équipe MAP, vous répondre sur les questions à caractère plus technique que vous évoquiez. Nos ambitions sont encore une fois nécessairement limitées à la MAP, parce que d'abord, les textes ne nous donnent pas la responsabilité opérationnelle de conduire ces procédures d'attribution, ces dialogues compétitifs, de déterminer, de choisir l'attributaire pressenti. Encore une fois, on est là en deuxième niveau pour appuyer avec des espèces de rendez-vous obligatoires avant et après. Mais pour le reste, notre degré d'association dépend beaucoup de la demande qui nous est faite par le ministère ou l'administration concernée, porteuse du projet. Il y a des dossiers où on a été assez étroitement associé, d'autres où on l'a été beaucoup moins. J'ajoute que par définition, le PPP étant un outil un peu générique à caractère transversal, en
contrat de partenariat, on peut faire des objets aussi variés que le zoo de Vincennes, des grands stades, de la performance énergétique, de l'éclairage public, des philharmonies. On ne peut pas avoir la science infuse dans tous ces domaines, on ne peut pas avoir la compétence technique, la connaissance du sous-jacent sectoriel ou technique relatif à tous ces projets, a fortiori quand on est un nombre limité, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque nous ne comptons plus que 5 collaborateurs techniques. Donc de toute façon, ça n'est ni réaliste ni dans nos compétences administratives. Et encore une fois, ça va pas mal dépendre en pratique de la demande qui nous est adressée par l'administration porteuse du projet, au-delà des points de validation obligatoires que nous devons mettre en œuvre en amont et en aval de la procédure. Alors maintenant, sur les aspects techniques, choix, dialogue compétitif, je vais laisser Antoine développer. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas donné notre avis sur l'intérêt du projet. On n'est pas là pour ça. Mais ceci dit, bon, individuellement, on a quand même une certaine expérience dans ce type de projet. Et on ne peut pas s'empêcher, effectivement, d'apporter une contribution, des réserves ou des recommandations vis-à-vis de l'organisation. Bon, moi, je vous citerai par exemple par rapport à ce projet-là où je me suis inquiété assez rapidement sur le fait que ce projet allait avoir un impact en termes d'organisation auprès du service des douanes et qu'il convenait quand même d'en discuter avec les intéressés à un moment donné. Sinon, bon, j'avais aussi un peu identifié les problèmes de transporteurs. Je n'avais pas été jusqu'à identifier les bonnets rouges. Bon, enfin bon, je me suis limité simplement à ces deux catégories-là où là, effectivement, on a à la fois sur les aspects transporteurs où on connaît effectivement une certaine réticence pour avoir travaillé un petit peu au ministère de l'Industrie avant sur ces aspects-là, que bon, ce sont des fédérations qui sont très sensibles et sur lesquelles il convient effectivement d'être très prudent et d'intégrer dans l'offre, enfin dans la proposition de projet, un certain nombre d'éléments. Bon, pour moi, il me semblait relativement judicieux d'intégrer par exemple la gestion de flotte ou des choses comme ça qui pouvaient intéresser effectivement ces fédérations. On pouvait aussi, pour les douanes, pour avoir un peu travaillé avec les douanes, intégrer des services de type traçabilité des marchandises sous douane, enfin un certain nombre d'activités sur lesquelles on a des idées qui pourraient en plus dégager des recettes. Et ce à quoi, et à très juste titre d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réservé un peu ce point de vue, mais je vous en parle quand même, ce à quoi on m'a parlé effectivement de l'expérience allemande qui avait voulu effectivement charger un petit peu en termes d'activités annexes au-delà du projet, qui avait saturé en gros la bande passante et qui avait créé des problèmes. Donc c'est pour ça que je suis revenu un petit peu sur ma réserve, la réserve que j'aurais dû prendre. Enfin en tout cas, à la MAP, on est amené effectivement à amener un certain nombre de recommandations qui dépassent peut-être un petit peu nos prérogatives. Et on est amené effectivement à amener des recommandations en termes d'organisation, de conduite du changement. C'est des choses qui font partie de mon expérience personnelle en tout cas et que, bon, effectivement, je me sens obligé d'alimenter dans ce type de projet. Bon, mais là, effectivement, ça dépasse un petit peu l'émission de la MAP. Je vous remercie. Alors, M. Grignon voulait rebondir sur une petite question, oui. Et je donne la parole après à Jean-Jacques Filleul dans la foulée. Très rapidement, merci Madame la Présidente. Il se trouve que je suis toujours conseiller général du canton. Les 3000 camions allemands ont déboulé là, ceux dont parlait Roland Ries. Et à l'époque, et c'est avec Yves Bure que les choses sont mises en place. Ma question est, nous on ne réclamait pas les 3,5 tonnes en Alsace, on réclamait les 10 tonnes pour le transit. Donc ma question est simple, je ne sais pas si vous avez les réponses, mais sinon je la poserai plus tard. Et si on passait à 10 tonnes, quel serait le manque à gagner? Parce que je pense qu'il y aurait moins de problèmes politiques, vous voyez? Sûrement. Ne serait-ce parce que toute une série de déplacements de courte durée de cabotage à échelle régionale ne serait plus pris en compte. Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas les éléments, simulation ou autre, mais là c'est évidemment le ministère de l'écologie et du développement durable, la mission de la tarification qui devrait pouvoir vous apporter les éléments. Et j'ajoute qu'on a quand même légiféré, quand même, là, sur le sujet. Juste un tout petit peu quand même. Alors, Jean-Jacques Filleul. Oui, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Oui, je me posais la question, et je crois que la presse en a fait l'écho. Est-ce que Ecomove est fondé aujourd'hui à demander des indemnités au gouvernement, alors que l'actuelle situation est évidemment un gel
qui doit, sur le plan financier, lui poser quelques problèmes. C'est ma première question. La deuxième, dans quelles conditions le marché PPPP peut-il être cassé? Surtout que sur la première question, vous avez dit tout à l'heure, M. Bergère, mais vous n'avez pas continué, vous avez dit qu'au bout de 6 mois, c'est un délai très important, 6 mois. Quand il y a 6 mois de retard, vous avez dit il y a des choses qui se passent. Donc c'est une excellente question. Est-ce que l'Ecomove est fondé à réclamer des pénalités à l'État? Aujourd'hui, non, puisque... En tout cas, Ecomove n'est pas fondé déjà à réclamer le paiement du loyer, puisque celui-ci n'intervient sur une périodicité trimestrielle qu'à compter de la mise à disposition définitive de l'ouvrage, enfin du dispositif. Donc il faut qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle la recette technique du dispositif, puis une vérification d'aptitude au bon fonctionnement, une période de fonctionnement un peu à blanc, avec test un peu à grandeur nature sur un certain nombre de camions utilisateurs, avant de considérer qu'effectivement le dispositif répond pleinement aux spécifications fonctionnelles et techniques et qu'il a donc vocation à être pris en charge, en tout cas accepté par la personne publique. À partir de ce moment-là, et que le dispositif soit utilisé ou non par la personne publique pour prélever l'écotaxe. À partir du moment où le dispositif est accepté, les paiements sont dus. C'est la même chose que si vous commandez une maison à un maçon ou un entrepreneur. À partir du moment où il vous livre la maison en état de fonctionnement avec le clos et le couvert, que vous décidiez de l'habiter ou pas, de toute façon, il faut bien le régler. Donc on n'en est pas encore là, puisque aujourd'hui, à ma connaissance, le ministère de l'écologie et du développement durable n'a pas validé les dernières étapes conduisant à la mise à disposition finale du dispositif. Alors, est-ce qu'il y a des indemnités dues dans ce cas de figure? Il y a des pénalités de retard, mais ça c'est dans le sens Ecomove vers l'État, puisqu'effectivement l'objectif initial de délai n'a pas été tenu. Il a été reporté une première fois de juillet à octobre, une deuxième fois d'octobre au 1er janvier. On est aujourd'hui le 21 janvier, il n'est toujours pas livré. Donc effectivement, l'État est fondé sur le fondement des dispositions contractuelles du contrat de partenariat, il est fondé à demander des pénalités. Il y a d'ailleurs des garanties qui ont dû être constituées, des garanties financières, bancaires, appelables la première demande, qui ont dû être constituées par la société Ecomove pour répondre du paiement de ces pénalités. Je précise donc, en cas de non-respect de la date de mise à disposition du dispositif TPLN, les pénalités journalières peuvent atteindre 266 000 € par jour, avec un montant cumulé de 47 900 000 €. Donc c'est quand même pas tout à fait négligeable. Alors ensuite, Ecomove pourrait éventuellement choisir de contester la non-déclaration de mise à disposition du dispositif. Ça suppose faire un recours devant les juridictions administratives, contester telle ou telle décision ou absence de décision de la personne publique. Je comprends qu'on n'en est pas là à ce stade et que l'intention des deux parties est plutôt d'avancer dans les discussions. Et je précise d'ailleurs que les reports qui sont déjà intervenus de juillet à octobre et d'octobre au 1er janvier avaient été faits sans qu'on se lance dans la discussion ou a fortiori la négociation d'avenant au contrat, l'idée étant partagée par les deux parties à l'époque de concentrer les efforts et le temps de travail sur l'achèvement de ce qui restait encore à produire pour atteindre le stade final de la mise à disposition plutôt que dans des discussions ou des négociations de type contractuel. Donc à ce stade, c'est un champ qui n'a pas encore été véritablement, je dirais, exploré d'un côté comme de l'autre parce que la priorité commune était de concentrer les énergies, les efforts sur la finalisation du dispositif. Monsieur Bergère, moi j'ai le sentiment que ni d'un côté ni de l'autre, on est très pressé à mettre un peu d'ordre dans tout ça.
Enfin, on n'a pas encore entendu vraiment l'État. On va bien voir. Mais déjà, du côté des Comouv, j'ai pas trouvé que... J'ai essayé même de les pousser un petit peu dans le retranchement. Donc, je veux bien vous faire dire deux choses. D'abord, il y a deux choses. Il y a les pénalités et il y a le loyer. Oui. Les pénalités sont dues s'il y a du retard. Et donc, il faut que ce retard soit constaté. Donc là, c'est pas quand même très clair par qui doit constater ce retard, qui vraiment est... Quelle est la pièce maîtresse pour constater ce retard? Et deuxièmement, il y a le loyer. Le loyer, il est dû à partir du moment où il y a mise à disposition. Et la mise à disposition, c'est Ecomouv qui dirait... finalement, eh bien, voilà, ça y est, on est prêt. Donc, on vous met à disposition le système. Alors, est-ce que c'est parce que finalement les choses s'équilibrent? Peut-être que c'est parce que les pénalités, et puis qui sont quand même importantes, d'après ce que vous dites, et le loyer qui serait dû, qu'on connaît à peu près, hein, qui est autour de 20 millions, peut-être que finalement les choses s'équilibrent. J'en sais rien. J'émets un avis. Écoutez, alors, on verra quand de l'État. Absolument. Et Madame le rapporteur va compléter. Voilà, et pour compléter la question de Madame la Présidente, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des retards, y compris annoncés par Ecomouv avant les événements que l'on sait, qui ne donnent lieu à aucune négociation, d'aucun avenant, alors que depuis le début, on répète que le choix et du contrat de partenariat public-privé et de cette technologie-là était basé sur la rapidité de mise en œuvre. Donc on constate d'entrée de jeu qu'on va avoir du retard et on n'en tire aucune conséquence. Et de la même façon, justement, sur la mise à disposition du dispositif, Ecomouv nous a clairement dit qu'il n'était pas prêt. Il n'y a que 200 000 camions équipés aujourd'hui sur les 800 000 attendus. Donc j'ai du mal à imaginer comment on va mettre les choses en place. Et dernière remarque sur le fait qu'on n'est pas prêt, l'Alsace a été abandonnée. Et puis tout le monde balaye cela d'un revers de main, mais il me semble quand même que c'était laissé à blanc en Alsace. Pardon. Oui, mais c'était quand même laissé à blanc, et c'était justement la validation du dispositif, et c'était justement la vérification de ce fait qui était contractuel, qui était une erreur sur 1 million. Alors, excusez-moi, j'ai fait aussi un peu de statistiques, je suis désolée, j'ai pas été que élue dans ma vie. Quand on veut vérifier un taux d'erreur de 1 sur 1 million, ça nécessite quand même quelques essais, ni 500, ni 200, ni 1000, mais un peu plus pour avoir une occurrence de l'erreur à arriver suffisante pour en juger. Donc je comprends vraiment pas. Alors, pour revenir un tout petit peu sur ce que prévoit le contrat, effectivement, il y a une procédure qui est très détaillée et encadrée puisqu'elle prévoit en fait 4 étapes. La première qui est la recette du dispositif par Ecomouv lui-même, qui est le maître d'ouvrage dans cette affaire. C'est lui qui assure la maîtrise d'ouvrage. Donc, il faut qu'il réceptionne en quelque sorte les installations qu'il a pu faire construire par tel ou tel de ses prestataires ou sous-traitants. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a la vérification d'aptitude au bon fonctionnement du dispositif qui se fait, mais sur des aspects, je dirais, plutôt techniques internes. Une troisième étape qui s'appelle la vérification au service régulier qui doit, elle, intégrer des tests un peu grandeur nature sur des simulations de véhicules qui empruntent telle ou telle partie du réseau, véhicules choisis par le Ecomouv ou directement par la personne publique pour essayer de faire en sorte que ça se passe dans des conditions aussi normales que possible. Et au terme de cette vérification au service régulier, s'il n'y a pas de réserve majeure, il peut y avoir des réserves mineures, mais celles-là ne sont pas bloquantes. S'il n'y a pas de réserve majeure formulée par la personne publique, donc c'est évidemment un processus qui est copiloté ou co-managé, ça ne peut pas être uniquement Ecomouv qui décide. S'il n'y a pas de défaut majeur, on débouche sur la mise en service du dispositif qui doit théoriquement... Pardon ? Service mise à disposition aussi. Oui, la mise à disposition, pardon. Mise à disposition, effectivement, qui ne préjuge pas elle-même de la mise en service de l'écotaxe. Est-ce qu'on facture ou pas Il pourrait y avoir mise à disposition et qu'on continue, que l'État dise il y a toujours suspension de l'écotaxe et on ne met pas en service. Tout à fait. Auquel cas, l'État se retrouverait à devoir payer les loyers sans pouvoir se rattraper de l'autre côté en prélevant l'écotaxe. Ça, c'est le cas de figure un peu, scénario catastrophe. Donc, effectivement, c'est ce qui est prévu. Alors, moi, encore une fois, on n'a pas été associé à ces étapes de la procédure dans les derniers mois.
ce que j'en comprends, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a une volonté commune, en tout cas jusqu'au mois d'octobre, de privilégier la résolution des difficultés techniques, des problèmes un peu résiduels qui empêchaient de passer au stade de la VSR et de la mise à disposition, et que d'un commun accord, les deux parties, Ecomove et le ministère, ont préféré concentrer leurs efforts sur cet aspect achèvement de la mise à disposition plutôt que de repartir tout de suite dans des négociations d'avenant destinées à ajuster le tir sur une cible elle-même mouvante, puisqu'on n'était pas totalement sûr qu'on pourrait effectivement livrer au 1er octobre, voire un peu plus tard. Ça, en tout cas, c'est le discours qui nous a été tenu. Il n'empêche qu'il faudra bien intégrer contractuellement, à un moment ou à un autre, l'incidence de ce report par rapport à ce qui était prévu contractuellement à l'origine. Ça se traduira vraisemblablement. Il y a un double impact, si vous voulez. Un impact mécanique lié à l'économie du contrat. Ce type de contrat, comme la plupart des contrats de PPP, a une durée fixe. Et quand je dis durée fixe, c'est à partir de la date de signature jusqu'à la date de fin. Donc, si vous prenez plus de temps à construire et mettre à disposition le dispositif, vous avez moins de temps à vous faire rémunérer en phase d'exploitation. Ça, c'est une première sanction mécanique, si je puis dire. Plus tard vous livrez, plus tard vous êtes rémunéré, et sur une durée qui, elle, ne va pas être répercutée ou prolongée au final d'un délai équivalent. La deuxième répercussion, c'est les pénalités, qui sont effectivement à l'initiative de la personne publique dès lors que les délais contractuels n'ont pas été respectés et qui peuvent donc d'ores et déjà être engagés. Alors, Ecomove peut tester telle ou telle pénalité ou expliquer que ce n'est pas entièrement de son fait, auquel cas il pourrait y avoir une action devant la juridiction administrative. Je rappelle que ces contrats de partenariat sont des contrats administratifs. Si les choses dégénéraient un peu plus, on peut également envisager une résiliation par la personne publique. C'est un droit unilatéral qu'elle conserve dans tous les cas de figure. Pendant la vie du contrat, elle peut l'exercer pour motif d'intérêt général, auquel cas elle doit compenser le manque à gagner pour la personne publique. Elle peut également invoquer la faute, auquel cas on parle de déchéance du contrat. Et évidemment, la compensation, là, n'est plus du tout la même. Il peut y avoir compensation des ouvrages qui ont été effectivement livrés. Il y aurait de toute façon, au titre de l'accord autonome qui a été passé, probablement un désintéressement ou une indemnisation des prêteurs d'Ecomove. Mais pour les actionnaires, ce serait évidemment un régime tout à fait différent si la résiliation intervenait au motif de la faute et non pas à un motif d'intérêt général parce que le gouvernement a changé de politique, il ne souhaite plus mettre en place l'écotaxe. Donc tout ça, c'est prévu de façon assez précise avec les formules de calcul d'indemnité correspondantes dans le contrat. Ça renvoie d'ailleurs à des préconisations que nous faisons formuler dans nos clausiers types ou dans nos documents méthodologiques sur ce qui doit être compensé dans quel cas de figure, avec quel niveau d'indemnisation pour tel risque, en fonction des schémas ou des scénarios qui peuvent se produire. Alors, M. Bergère, moi j'avais prévu de vous poser 2 questions à titre personnel. D'abord, j'ai lu le rapport d'activité de la MAP 2012 et j'ai vu, page 5, que la mission, elle s'appuie sur un comité d'orientation consultatif composé de 37 membres et puis il y a un comité de développement plus restreint. Ce dernier comité est composé, il y a des personnes qualifiées en matière de partenariat public-privé, il y a des élus, il y a des représentants de l'administration, etc. J'ai lu dans la presse que je faisais partie, d'ailleurs, a priori, de ce comité, qui ne s'est jamais réuni. En tout cas, moi, je n'ai jamais été convoqué. J'ai peut-être une réponse à ça, d'ailleurs, c'est que j'avais dû être, puisqu'on dit dans la presse que c'était sous le gouvernement Fillon, je pense que j'étais député à cette époque-là et que depuis 2008, je suis sénateur. Ceci peut expliquer cela, pourquoi je ne suis pas convoqué, en tout cas, à ce comité. Donc, je voulais quand même que vous me disiez un peu comment fonctionne ce comité, d'autant plus que j'ai vu que, surtout ce que je voudrais que vous me disiez, s'il a été renouvelé. Parce que dans votre... vous indiquez que le comité a tenu sa première réunion le 28 mars 2012. Donc, je relis bien, première réunion. Donc, j'étais sénateur, plus député. Donc, je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais été convoqué le 28 mars 2012. Mais j'aime bien, moi, que les choses soient précises. Et vous dites, il doit désormais être renouvelé, notamment dans sa composante parlementaire. Alors, est-ce qu'il a été renouvelé, M. Bergère? C'est ma première question.
je réponds à cette première question. La réponse est non. Effectivement, ce comité de développement n'a connu en tout et pour tout qu'une seule réunion. Alors, un de vos collègues y siège, c'est M. Deligier. Effectivement, je crois que vous n'êtes pas... En tout cas, merci de me le dire, M. Berger. Je veux bien être accusé de tout, mais quand même, faut pas exagérer. Le dit comité de développement qui, de toute façon, effectivement, devrait, en tout état de cause, avant de pouvoir se réunir de nouveau, voir sa composition mise à jour pour tenir compte des évolutions, réélections ou absence de réélections qui ont pu intervenir depuis 2012, ne s'est pas réuni depuis, ce qui fait qu'en fait, l'organe de gouvernance extérieure qui est, lui, réuni de façon régulière, récurrente et qui joue, je dirais, pleinement son rôle, c'est le comité d'orientation qui associe les représentants d'un certain nombre d'institutions administratives, de fédérations professionnelles, de fédérations de collectivités locales, d'organes de contrôle également. Ça fait au total 37 membres, donc toutes les parties prenantes ou les parties potentiellement intéressées par le partenariat public-privé qui sont effectivement représentées dans ce comité d'orientation que nous réunissons une fois par an. Merci de cette précision. Deuxième question, parmi les rapports d'évaluation, d'audit et d'inspection concernant les PPP qui sont listés page 7 de ce fameux rapport, figure le rapport de l'IGF de 2012. Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner copie ou nous indiquer les principales observations? Est-ce que ce rapport est-ce qu'il a été examiné, par exemple, le cas particulier de l'écotaxe? C'est quand même un peu ce qui nous intéresse, c'est savoir si l'inspection générale des finances, par rapport à sa lettre de mission, donc j'ai vu dans votre rapport du 12 mars 2012, est-ce que l'IGF a eu connaissance de ce PPP, de l'écotaxe? Alors, de mémoire, ils ne se sont pas particulièrement penchés sur ce dossier de l'écotaxe. Ils ont sélectionné un certain nombre de projets côté local comme au niveau national pour essayer d'apprécier quand, comment, dans quelles conditions, avec quel type de due diligence nous avions pu procéder pour évaluer ou valider ces projets de PPP. Je n'ai pas souvenir qu'ils aient fait un traitement particulier sur ce dossier écotaxe. Alors, qu'en est-il de ce rapport de l'Inspection générale des finances d'une façon plus générale? C'est effectivement un rapport qui a mobilisé pas mal de temps et d'expertise, puisqu'ils se sont mis quand même à 7 inspecteurs des finances pendant plus de 6 mois pour passer à la moulinette tout ce qui touchait de près ou de loin au contrat de partenariat pendant le second semestre 2012. Le rapport a été remis au ministre de l'économie qui l'avait commandé. Je précise d'ailleurs que c'est M. Barouin qui l'avait commandé. Il a été remis à M. Moscovici en décembre 2012. Depuis, il n'a pas été rendu public par le ministre. Donc il faut qu'on s'adresse à lui pour des raisons qui lui appartient de vous préciser. Monsieur Sueur, lorsqu'il m'avait auditionné dans le cadre de sa mission d'information sur les PPP il y a 1 an, ici même, m'avait fait la même demande. Donc je vous fais la même réponse. C'est au ministre. Mais on va lui demander, au ministre de vous communiquer le rapport. Et je ne doute pas que ça ne devrait pas poser de problème. Alors que disait ce rapport en quelques mots? Il ne rejette pas du tout, je le précise, parce que certains ont pu peut-être s'interroger ou fantasmer sur la réalité du rapport. Il ne rejette pas du tout l'outil PPP. Il constate que dans certains cas, il s'est révélé plus ou moins approprié. Notamment, il pointe quelques dérives ou difficultés ou, insuffisance de préparation, de suivi ou d'encadrement de la personne publique, plutôt d'ailleurs sur des projets locaux que des projets au niveau national. Il préconise ou il suggère plusieurs actions. La première qui est en cours d'ailleurs de mise en œuvre, qui consiste à rationaliser, simplifier, unifier la boîte à outils juridique du PPP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, on a parlé du contrat de partenariat, qui est l'outil principal. Il faut savoir qu'il existe à côté des outils sectoriels qui ont un peu ouvert la voie à faciliter le recours au PPP pour des collectivités locales avec les BEA,
pour les hôpitaux avec les BEH, des formules de contrats domaniaux, AOT, LOA, vous connaissez bien tout ça. Toutes formules qui ont pu avoir leur utilité historique, qui aujourd'hui se retrouvent, je dirais, un peu en recouvrement avec la formule contrat de partenariat qui existe, qui est un outil, encore une fois, générique, transversal, applicable à tous les sous-jacents sectoriels et qui est celle qui l'a plus encadrée, puisque le législateur a développé toute une batterie de précautions, de mesures ou de garde-fous, à commencer par la mission d'appui, plus spécifiquement sur cet outil contrat de partenariat. Donc la première recommandation, c'est d'unifier, de simplifier la boîte à outils du PPP à paiement public, passer d'une jungle un peu luxuriante à un jardin à la française autour du contrat de partenariat. La deuxième, c'est de renforcer les exigences en matière d'évaluation préalable. Et de facto, on est aujourd'hui en situation de le faire. Il y a 5 ans ou 8 ans, quand on a commencé, on manquait de retour d'expérience. On n'avait pas le retour sur les projets que nous lancions. Aujourd'hui, sur les 200 contrats de partenariat signés, il y en a plus de 100 qui ont été livrés, qui sont en service, pour lesquels on peut aller au résultat, vérifier si effectivement les délais ont été tenus, pourquoi, comment, avec quel décalage, ce qu'il en est en matière d'enveloppe globale de budget, de performance, d'indicateurs contractualisés de performance. Tout ça, ça doit pouvoir être réinjecté dans nos modèles de simulation préalable pour arriver à mieux approcher ex ante, au stade de l'évaluation comparative préalable, ce que sera ou ce que pourrait être la réalité au final à l'issue de la procédure d'attribution. C'est une évolution qu'on a déjà engagée. On a cherché à revoir un certain nombre de paramètres de nos lois de risque, d'évolution de coûts dans le modèle que nous entretenons et que nous mettons à jour, de même qu'on a rendu plus exigeant un certain nombre de nos recommandations méthodologiques. Et puis, il y a des recommandations qui ont pu être faites sur des zones à risque un peu plus particulier, identifié par l'inspection générale des finances dans le domaine hospitalier en particulier, où on considère que l'évolutivité des technologies, des modes opératoires se prête difficilement à une contractualisation à long terme, qui est la spécificité du contrat de partenariat, ou pour certains types de collectivités locales, outre-mer par exemple. Toutes choses qui, encore une fois, ont pour objectif de renforcer, de sécuriser, d'améliorer le mode d'emploi et le recours au PPP, mais en aucun cas de renoncer ou d'évacuer cet outil de la commande publique. J'ajoute qu'on peut penser que si... aujourd'hui, les partenariats publics-privés ont une connotation, je suis bien obligé de le constater, souvent un peu négative. Il y a eu quelques affaires malheureuses, effectivement, mais comme toujours, on a plus tendance à parler des quelques projets qui se sont mal passés que de la grande majorité des projets qui, à notre sens, se passent dans des conditions satisfaisantes. Il faudra probablement profiter de l'exercice qui est engagé par la DAJ à Bercy, de toilettage de la commande publique, des textes de la commande publique à l'occasion de la transposition des directives concessions et marchés publics, pour venir, là encore, améliorer, renforcer, aménager les textes sur le contrat de partenariat, faire en sorte que on soit aussi certain que possible d'y recourir dans les meilleures conditions, mais j'ai le sentiment qu'on pourrait symétriquement, si je puis dire, appliquer à d'autres champs de la commande publique certaines des leçons, des enseignements qu'on tire du contrat de partenariat aujourd'hui sur l'intérêt d'avoir une approche globale plutôt que découper en lots sur certains projets complexes du type de ceux que nous traitons, ou l'intérêt d'avoir une évaluation préalable, comparative. Je constate d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, que les derniers décrets intervenus en matière d'évaluation préalable socio-économique des projets d'investissement civil de l'État pour le compte du Commissariat général à l'investissement. Je fais référence à la LPFP du 30 décembre 2012 et à son décret d'application qui est paru à Noël, vont tout à fait dans le sens de ce que nous avons toujours prôné et préconisé, c'est-à-dire une généralisation de cette évaluation comparative sous l'angle socio-économique, mais également sous l'angle mode de financement, comparaison des modes de réalisation, cartographie des risques, toutes choses que nous faisons aujourd'hui pour les seuls projets fléchés vers un mode PPP, mais qui gagneraient à être élargis à l'ensemble des projets d'investissement de la puissance publique. Merci de cette explication. Moi, j'ai un dernier petit point avant de passer la parole
au rapporteur. Au début de l'audition, je m'étais noté ça, vous avez dit que la MAP a émis des réserves sur le mode de calcul de la formule de résiliation. C'était quoi ces réserves ? Si vous voulez, on s'est interrogé sur deux choses. D'une part, mais ça c'est la conséquence directe du plan de financement qui a été quelque part acté et annexé au contrat sur le niveau élevé du taux de rendement des fonds propres, puisque c'est ce taux qui est réutilisé pour calculer l'indemnisation auquel aurait droit le partenaire privé en cas de résiliation. Si vous voulez, le principe général dans ces cas-là, c'est que on va compenser le manque à gagner du partenaire privé si on résilie le contrat pour motif d'intérêt général. Et cette compensation, elle a vocation à s'effectuer à minima sur la période écoulée jusqu'à la date de résiliation. Donc on va appliquer en quelque sorte le taux objectif, le taux cible de rémunération des fonds propres, au cas d'espèce un peu plus de 15%, à la période qui s'est écoulée entre le début du contrat, la signature du contrat et la date de résiliation, alors que dans l'économie de ces contrats, ce taux de rendement n'est en général acquis qu'à la toute fin de l'horizon contractuel, puisque c'est au final, une fois qu'on a remboursé la dette, que l'ensemble des cash flows peut revenir à l'actionnaire. Donc il y a une première interrogation, préoccupation relative au niveau des taux, la rémunération des fonds propres utilisés pour le calcul de cette formule. La deuxième interrogation que nous avions, c'est que ce taux de rendement est lui-même augmenté de 20 points de base, c'est-à-dire 0,20% par année, séparant la résiliation de la fin normale du contrat. C'est-à-dire que plus vous résiliez tôt dans la durée de vie du contrat, plus vous allez appliquer un taux de rémunération élevé des fonds propres, puisqu'il va faire l'objet de ce espèce de step-up à raison de 20 points de base par année, séparant encore la date de résiliation de la fin normale du contrat. Ça n'est pas une formule habituelle dans les contrats dont nous avons eu connaissance ou à la rédaction desquels nous avons pu collaborer. Et c'est donc en particulier ces deux considérations qui nous amenaient à exprimer cette petite préoccupation. On aurait souhaité effectivement pouvoir aménager ou ajuster ces dispositions dans la version définitive du contrat. Ça n'a pas été possible. Merci, M. Bergeron. Virginie Claes. Oui, merci. Vous avez, juste dans votre intervention précédente, réabordé la notion de marché global et de simplicité qui y était attachée. Je suis vraiment navrée, mais je persiste et signe. Il me semble, moi, que sur ce contrat, le fait d'y inclure le recouvrement et le contrôle du recouvrement de la taxe n'a pas été du tout un élément de simplification. La preuve, ça doit faire au moins 4 fois que je pose la question et pas seulement à vous. Qui, au final, quelle autorité va pouvoir donner quel agrément à qui, pour faire quoi et où? On n'en sait toujours rien. Donc, je persiste à penser que le recouvrement aurait dû être laissé à l'État et que c'était sans doute plus simple que de former les agents de l'État à l'utilisation des logiciels ou je ne sais quoi. Notre collègue Nègre tout à l'heure parlait de Louvois. Le problème de Louvois, c'est pas la formation des fonctionnaires à l'utilisation, c'était l'installation même du logiciel sur du matériel obsolète. C'est un petit peu différent comme souci. Donc je crois qu'on ne peut pas tout mélanger. Donc là, on avait du matériel neuf, on avait des logiciels neufs, c'était quand même, me semble-t-il, un facteur de simplification et d'économie pour les finances publiques que de laisser l'État gérer le recouvrement de la taxe. Alors, objectivement, je n'ai pas tous les éléments techniques ou administratifs nécessaires pour me prononcer là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on aurait probablement pu envisager de confier aux partenaires privés tout ce qui avait trait à
détection, le suivi, la facturation, la liquidation, c'est-à-dire le calcul de l'écotaxe en fonction des itinéraires détectés, des points de franchissement contrôlés, etc. Et peut-être effectivement laisser la dernière dimension du process, c'est-à-dire le recouvrement effectif au pouvoir public. Honnêtement, je n'ai pas tous les éléments chronologiques ou explicatifs de cette décision. Je ne peux pas vous en dire plus, mais là franchement, c'est nos collègues du ministère de l'Équipement qui seront les mieux placés pour vous donner les raisons de ce choix. Si la rapporteure n'a pas d'autres questions, moi je veux vraiment vous remercier, M. Bergère, M. Tardivot, parce que vraiment, vous nous avez fait progresser. Enfin, je le dis, je trouve qu'on a davantage d'informations sur ce dossier qui nous interpelle. Donc vraiment, vous avez donné un éclairage, celui de la MAP, qui était tout à fait essentiel à ce stade de nos réflexions et de nos travaux. Donc merci beaucoup de cette audition. Nous restons évidemment à votre disposition.